Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci déjà d'avoir accepté de discuter avec nous. De rien. Qu'est-ce qui te motive à vouloir discuter avec nous? Juste, je dirais oui, soutenir des initiatives queer francophones parce que c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire et que j'essaye de faire aussi bien de manière privée que professionnelle. Mais j'ai pas forcément ce genre d'opportunité parce que je stream principalement en anglais. Donc je dirais oui, c'est principalement pour supporter le podcast et parce que c'est une super initiative. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci. De rien. Pour ceux qui ne sont jamais tombés sur ton travail ou sur tes connexions, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Aude Conan, je suis ivoirienne née en France. Je m'identifie en tant que queer, en tant que personne non-binaire et bisexuelle. La non-binarité, c'est-à-dire que je ne me définis pas forcément en tant que femme ni en tant qu'homme, mais hors de ce champ de binarité en fait, parce que je suis quelqu'un qui a un passing très... Et quand je dis passing, je veux dire que d'apparence, si vous me voyez, vous allez penser que je suis cis-het. C'est-à-dire cis, donc une personne dont le genre qui était défini à la naissance correspond au genre auquel vous vous identifiez. Et het, hétérosexuel, et c'est pas du tout qui je suis. Donc, quand je me définis comme non-binaire, c'est-à-dire que je suis hors de ces champs de binarité. Je ne suis pas quelqu'un qui se retrouve dans la notion d'être une femme ou d'être un homme, mais hors de ça. Parce que le genre est une construction sociale. Et ce sont des constructions sociales pour lesquelles hors de mon apparence physique, et même avec mon apparence physique, des fois, je ne me retrouve absolument pas, en fait. Donc, c'est comme ça que je me définis en tant que personne queer aussi, parce que je suis bisexuelle dans la notion, en fait, originale du terme bisexuel, c'est-à-dire que je suis attirée par toutes sortes de personnes, peu importe leur genre. Il faudrait qu'elle soit aussi attirée par moi, évidemment. Je ne suis pas attirée par moi. Mais c'est ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'à la bisexuelle, on entend des termes bi, on se dit c'est homme ou femme, mais en fait, non. Des personnes qui sont venues avec ces termes-là, c'est vraiment être attirée par des personnes de tout genre. Et c'est exactement comme ça que je me reconnais. Le terme queer est un terme un peu cacho. Donc, cacho, en français, c'est un terme un peu fourre-tout. Mais c'est un terme aussi avec lequel moi, et d'ailleurs beaucoup de mes potes qui sont aussi noirs et queer, on se revendique parce que ça prend en compte la multitude d'identités queer et dans lesquelles on s'identifie. Hors de cette binarité de notion de genre, je suis une auteure. J'écris des nouvelles, j'écris des articles, j'écris des scénarios en anglais et en français. Et je fais des ateliers aussi et des cours en ligne et je fais du coaching pour apprendre aux gens comment communiquer, comment faire du storytelling, donc raconter des histoires. Et principalement sur plein de sujets comme la notion d'être noir, la notion de genre. J'apprends aux gens comment écrire sur des questions queer également, d'handicap, sur plein de sujets comme ça. Donc c'est ce que je fais. Waouh! Je crois qu'on aura beaucoup d'éducation durant cette conversation. Merci beaucoup de prendre la peine de définir chaque terme. Et c'est la raison pour laquelle on prend la peine de demander à chaque invité un peu de se définir selon ses propres termes. Parce que de l'extérieur, on nous pointe du doigt en disant « ouais, cette personne est lesbienne ou elle est machin ». Alors qu'en fait, il y a pas mal d'identités qui sont regroupées dans le sigle LGBT. Du coup, vu que tu es non-binaire, est-ce qu'il y a un pronom auquel tu t'identifies le plus ou auquel tu aimerais être associé? C'est compliqué en français. Et même quand je m'exprime, je vais utiliser plusieurs termes ou plusieurs pronoms qui vont être au féminin parce que, un, c'est ceux auxquels je suis habituée vu la manière dont j'étais socialisée en tant que femme. Et deux, parce qu'en français, tout est genré. Donc, c'est très compliqué parce qu'en anglais, mes pronoms sont she, they. Et en français, c'est elle et yel. Et yel, c'est un néologisme, donc c'est tout à fait valable de l'utiliser, mais parce que c'est tellement nouveau et que je suis pas encore habituée à l'utiliser et qu'en français, je me sens un peu mal à l'aise à l'utiliser dans la vie de tous les jours parce que les gens non seulement ne connaissent pas, à part quelques rares concernés, mais aussi parce que c'est assez compliqué à utiliser parce que moi-même, j'apprends à utiliser ces pronoms. Il est possible d'essayer de genrer un peu moins à l'écrit, mais à l'oral, c'est impossible. Mais c'est vraiment compliqué. Je sais que mes potes anglophones, donc quand je parle en anglais, peuvent faire cet effort-là, et des fois, ils vont juste utiliser they, il, elle, mais au pluriel. Mais en français, c'est compliqué. Donc, je dirais elle, yel. Comment tu épelles le yel? Alors, yel, c'est I-E-L.
Je n'étais jamais tombée dessus. Je savais qu'en français, on essayait de traduire un peu le she, they, her, mais je savais pas qu'il y avait un I-E-L. OK. Oui. On apprend tous les jours. Merci de prendre la peine encore de rentrer dans ces détails-là. Tu disais, tu te définis comme queer. À quand remonte un peu cette prise de conscience-là que voilà, je suis différente? Avant de commencer à expliquer, il y a une chose que je veux mentionner, c'est que en fait, c'est pas tant que j'ai eu conscience que j'étais différente, c'est que les personnes cis-het se sont rendues compte qu'il y avait certaines règles par rapport au genre et la sexualité auxquelles je n'arrivais pas à me conformer. Et je ne me rendais pas compte. C'est eux qui m'ont pointé du doigt en se disant t'es sûre que t'es pas un peu... Et moi, je ne savais pas à l'époque, parce que pour moi, dans ma tête, surtout avec l'hétérosexualité qui est compulsory, comment je peux traduire en français? Hétéronormée? Oui, le fait que ce soit un concept tellement fort, pour moi, en fait, en grandissant, j'ai toujours dit, ouais, en fait, je suis hétéro, et puis je suis une femme, en fait. Mais je me rappelle quand j'étais petite, j'aimais bien les garçons et j'aimais bien les filles, et en explorant mon corps et tout ça, j'ai tendance à le faire avec des petites filles, mais je disais pas vraiment parce que j'avais conscience que c'était pas forcément la chose la plus normale. Quand j'avais 12 ans, il y avait un magazine qui s'appelait Jeune et Jolie. Et ça montre mon âge aussi, mais bon, bref. Jeune et Jolie. Et en fait, il y avait une meuf en couverture et j'ai découpé la couverture et j'ai mis sur mon dossier dans lequel je mettais mes cours. Et un jour, il y a une pote qui regarde mon dossier avec la meuf qui est en bikini. Elle me dit mais t'es sûre que t'es pas gay? Et je regarde et je me dis mais pourquoi tu penses ça? Elle me dit mais la meuf elle est en bikini. Et pour moi, j'avais pas compris. Et c'est une des nombreuses manières dont les enfants et aussi les adultes cis hétéros en fait me pointaient déjà du doigt parce qu'ils voyaient déjà quelque chose sur lequel j'avais failli, et je savais même pas que j'avais failli parce que je savais même pas qu'il y avait un test en fait. Et donc je lui ai dit non. J'ai sorti une des choses les plus stupides que j'ai jamais dites de ma vie. Je lui ai dit non, je suis pas gay parce que je regarde la fille et quand je la regarde pendant 10 secondes et si je ressens rien, c'est que je suis hétéro en fait. Et à l'époque il ne m'était pas venu à l'esprit qu'en fait c'est juste peut-être que la meuf était pas mon type. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions quand j'avais 16 ans parce que à l'époque, c'était à la mode d'être bisexuelle pour attirer les regards des hommes. Les chanteuses prétendaient être bisexuelles ou s'en passaient et tout ça sur scène. Quoi, Madonna, Britney Spears et tout ça? Je pensais exactement à ça. Mais si je donne trop de références culturelles, les gens vont savoir que je suis vieille. Bon, c'est pas grave, on assume. Je me rappelle avec mes potes, on avait joué à ça en fait, à s'embrasser et tout. Et je me rappelle avoir pensé, ouais, ma pote elle a pas de lèvres, je suis pas sûre d'être bisexuelle. Mais en fait, être bisexuelle, c'était vraiment des trucs où il fallait tester. Donc je me suis dit, ouais, j'ai 16 ans, je suis censée me questionner sur ma sexualité, donc autant tester quoi. Mais le truc c'est que j'étais attirée par les hommes. À l'époque, j'étais dans une relation avec un homme, on and off. Et en fait, le truc c'est que j'avais commencé à avoir un rapport assez intéressant par rapport au genre. J'étais très très inconfortable par rapport à l'idée d'être une femme parce que je voyais juste comme étant oppressée, comme étant à la merci des hommes. Et ça me mettait très mal. J'essayais un peu de changer mon genre. Donc, je fais mon big shop quand j'avais 15 ans, j'étais à la fin du collège. Donc, le big shop, c'est qu'on se rase la tête pour devenir naturel. On se débarrasse de ses cheveux défrisés. Et donc, c'était un accident, mais j'avais toujours voulu avoir les cheveux naturels. J'avais le crâne rasé, en fait. Et j'étais dans un collège où la plupart de mes potes étaient blanches, donc elles avaient des cheveux longs. C'est à l'époque où tout le monde avait des cheveux longs en plus. Moi, j'avais les cheveux courts et tout ça. Et des fois, quand j'allais dans le supermarché, on m'appelait monsieur. Et je me rappelle que ça me rendait pas trop mal à l'aise parce que je me disais, vaut mieux ça que d'être à la merci des hommes et d'être une femme et d'être tout le temps harcelée dans la rue, parce qu'à l'époque, ça faisait déjà des années que j'étais harcelée dans la rue. J'avais des rapports très compliqués, surtout avec les hommes plus âgés qui étaient des prédateurs, en fait, parce que tellement d'entre eux qui sont attirés par des jeunes filles. Et bien sûr, même si j'ai l'impression d'être plus âgée que mon âge, on voyait que j'avais 15 ans. J'étais assez mal à l'aise, sans côté que parce que j'ai la peau foncée. Il y avait ce rapport-là où j'étais jamais vraiment vue comme étant aussi féminine que les personnes à la peau claire. Parce que c'est cette idée-là que plus t'es claire, plus t'es féminine, plus t'es désirable. Et vu que je savais pas encore que je subissais le colorisme, en plus je suis grande, donc ça aide pas, parce que tu as aussi tendance à être masculinisée quand tu es grande en fait. Donc j'étais dans un truc où je me sentais vraiment pas vraiment femme, et j'avais pas envie d'être une femme, parce que je voyais vraiment que c'était que des galères, que de pression. Et donc avec ça, on rajoute sur ça de la sexualité, mais je me disais, les meufs, elles m'intéressent pas vraiment en fait. La personne avec qui j'étais dans une relation, ça a pas marché, donc d'un coup j'avais 17 ans, j'étais célib, j'allais à des dates et tout ça. Et je me disais, ouais, ok, j'imagine que c'est une phase. Une chose à dire, c'est qu'à l'époque, en fait, j'avais commencé à être fascinée par les questions queer. J'avais commencé à me mater
toutes sortes de films queer indés qui étaient sortis. Des films comme L.I.E. Je regardais South of Nowhere, Sugar Rush. J'ai commencé à devenir fan de Greg Araki. C'est un réalisateur très connu dans le milieu queer des années 90, indé. Et je lisais Têtu tout le temps. Je lisais plein de livres queer. Et donc, j'étais absolument fascinée par ça. Je me voyais là-dedans et je me voyais pas là-dedans. Parce que l'image des personnes queer, en fait, en grandissant, c'est vraiment le mec blanc, gay, qui est le meilleur pote et qui traîne dans le marais. Et c'était pas qui je suis. Donc, j'ai toujours dit, peut-être qu'en fait, j'ai cette fascination-là parce qu'il faut que je me trouve un meilleur pote gay et puis ça va, c'est tout, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Je voyais pas forcément comme queer parce que je disais, je suis pas le meilleur pote gay. Et j'ai commencé à avoir des potes. En fait, quand j'ai eu 17 ans, il s'est passé un truc assez drôle, c'est que mes potes blancs, gays, ont commencé à faire leur coming out. Il y en a beaucoup qui sont passés par la phase, je suis bisexuelle et après, ils ont totalement assumé. Je suis gay. Mais il y en a plein aussi qui ont dit, je suis gay. Donc, je me suis dit, mais si ça se trouve, je suis, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Il y avait ce mec plus âgé qui traînait autour de moi et à un moment, je lui dis, ça se trouve, je suis bi. Il me regarde en me disant, je te prends pas au sérieux. Il faut dire aussi que je suis quelqu'un qui a un bon sens de l'humour et j'adore faire des blagues assez poussées. Je me rappelle, ma mère, elle regardait la télé. Il y avait un reportage sur la Gay Pride. Et elle me disait, tu vas à des trucs comme ça, j'espère que tu vas pas devenir comme eux. Et j'ai regardé, je lui dis, si ça se trouve si, en fait. Elle m'a regardé, elle était en mode, arrête de faire des blagues. Et j'étais en mode, ok, bon, ça c'est mon coming out. Et je pense que la raison pour laquelle c'est passé sur un pédestal, c'est l'idée que t'es pas vraiment queer tant que tu dis pas aux personnes cis-het que tu l'es, en fait. Il faut que tu leur dises, c'est ton entrée dans le grand monde. Un peu comme les bals des débutantes, quand toutes ces meufs riches, elles font leur entrée dans le grand monde, nous, c'est le bal queer où il faut dire aux hétéros et aux personnes cis que tu l'es. Il faut le dire tout le temps, parce qu'en fait, le coming out, dans l'idée de la pop culture, c'est que tu fais quand t'es ado, et puis après, soit tu te fais jeter par ta famille, soit ils t'acceptent et tout ça. Mais en fait, c'est que tu fais ton coming out jusqu'à ce que tu meurs, parce qu'il y aura toujours des cis-het qui sont pas au courant. Voilà. Donc, personne ne l'a pris au sérieux quand je fais mon coming out. Donc, du coup, il s'est passé quoi? J'ai fait la chose la plus logique qui soit, c'est que je me suis inscrite sur un site de rencontre pour jeunes ados queer. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait juste un. Et c'était même pas une app, juste pour vous dire à quel point c'était il y a longtemps. Et je me suis inscrite là-dessus, en fait. Et un jour, on va à la Pride, en fait, avec mes potes. Et mes potes, ils me disent, donc, tu définis comment? Je leur dis, je suis hétéro ouverte. Je suis sûre que je suis ce qui est. Et ils me disent, mais c'est marrant, on t'a vu sur ce site queer. Et je suis en mode, ok, d'accord. Je vais juste voir comment c'était, en fait. Donc, c'était à cette époque-là où, comme vous voyez, je voyais toujours comme une expérience, en fait. Et mes potes, ils me regardent en mode, ok. J'imagine, ils vont se dire, cette personne-là, elle est vraiment confuse. Mais bon, tu vois, on va la laisser faire. Et j'apprécie ça parce qu'effectivement, à l'époque, j'étais très confuse. En grandissant, j'ai eu cette phase-là et je déteste ça. Surtout que c'est un gros cliché. Malheureusement, il y a plein de clichés sur les personnes bisexuelles dans lesquels je me retrouve et je déteste ça parce que j'aime pas être un cliché. Mais je me rappelle, je suis partie à une fête et c'était une fête réputée pour être un peu où les gens poussaient un peu les limites. Et je me suis dit, il faut que je commence à embrasser et à fricoter avec des meufs. Fricoter, c'est ma traduction de make out. Je sais pas comment on dit make out. C'est plus s'embrasser un peu. S'embrasser et tout ça. Et s'embrasser et flirter avec des meufs parce que je me disais, c'est un truc à tester en fait. Et donc je le faisais, il y avait des mecs aux alentours et ça les rendait toujours super. Ils adorent ça, évidemment, c'est un truc que je déteste par rapport à l'idée que la bisexualité c'est juste pour le regard des hommes. Les regards des femmes, bref. Et ça, c'est quel que soit le genre. Parce que vous êtes une femme bisexuelle, l'idée c'est que t'es pas vraiment bisexuelle, tu fais juste pour avoir l'attention des hommes. Si t'es un homme bisexuel, t'es pas vraiment les femmes. En fait, ce dont t'as vraiment besoin, c'est une queue et de sortir avec des hommes, quoi. Et c'est cette idée-là vraiment que notre identité est pas valide. Et quand t'es non-binaire et bisexuel, t'es vu comme un alien. Mais j'ai fait parce que je suis pas sûre que ces meufs-là soient attirées par moi, je suis pas sûre que ces gars soient attirés par moi, mais c'est clair que si j'embrasse une meuf, il y aura sur moi. Et c'est vraiment une preuve de ma faible estime de moi-même en tant qu'ado, mais bon. Donc j'ai fait ça et puis c'était sans plus en fait. Avec les hommes, c'était jamais vraiment comme il le disait dans les livres, comme il le montrait dans les films en fait. Quand j'ai eu 22 ans, je me suis sentie à un tournant de ma vie. Et c'est vrai que c'était un tournant de ma vie en fait. J'ai commencé à dire à tous mes potes en fait, j'ai refait mon coming out une fois de plus parce que vraiment moi c'était vraiment comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme.
je faisais mon coming out, je retournais dans le placard. Je faisais mon coming out, je retournais dans le placard. Donc cette fois-ci, j'ai ouvert la porte et j'ai dit à tout le monde, je suis bisexuelle et j'aime aussi les filles. Et c'était en mode, ok, cool. Et donc du coup, je suis sortie avec une fille pour la première fois, c'est super. C'était une meuf sur laquelle j'avais un énorme crush, mais pour moi, elle était hétéro. Et mon meilleur pote, il avait aussi un crush sur elle. Et je pensais qu'elle allait jamais vouloir de moi parce que voilà, quoi, elle était hétéro, mais en fait, elle a bien voulu. Donc j'étais très, très gaze. Et effectivement, c'était différent. En fait, c'était même mieux qu'avec les hommes. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, ça se trouve, le problème, c'est pas moi, c'est plus les personnes à que je pense, dont j'étais sûre que j'étais attirée, mais en fait, non, quoi. Après, quand j'ai fait mes études en Écosse, j'ai invité ma mère et j'ai refait mon coming out. Elle m'a dit, ah, vraiment? Et j'ai fait, ouais. Elle m'a dit, écoute, j'espère que tu vas finir avec un homme, quoi. Et j'étais en mode, c'est pas sûr. Parce que je suis bisexuelle et à l'époque, je me identifiais comme une bisexuelle 50-50. Autant attirée par les hommes qu'attirée par les femmes, en fait. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait même plus loin. C'était un truc que, je jure, je fais pas ça ou que je faisais pas ça de manière intentionnelle. Mais en fait, j'étais comme un cycle. C'est-à-dire qu'en général, je vais sortir avec des femmes, des personnes non binaires, et après sortir avec des hommes, et après sortir avec des femmes, des personnes non binaires, ainsi de suite. Et j'arrête pas de me dire, mais je fais pas ça exprès, en fait. Mais c'est vraiment ça. Donc, du coup, voilà, mon coming out a été compliqué et très simple, en fait. Et après ça, mon identité queer s'est vraiment réaffirmée, en fait, parce que à Londres, j'ai été assez intentionnelle dans le sens que je l'ai vraiment traîné avec des personnes queer racisées et noires, parce que pour moi, c'était vraiment un monde auquel j'appartenais. Donc, j'étais vraiment très intentionnelle par rapport à ne plus t'entraîner avec les personnes cis, hétéro, blanches, de classe moyenne, avec qui j'avais grandi, mais plus avec des personnes queer, racisées. C'était très important pour moi parce que pour moi, c'était une sorte de famille. Il y avait une sorte d'acceptance, une sorte de... juste des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais, qui ne demandaient pas de me conformer à quoi que ce soit, en fait. C'est pour ça que je dis toujours que mon identité queer, pour moi, c'est une chance et ça m'a vraiment permis de m'exprimer en tant que personne, d'avoir plus confiance en moi, d'être plus appréciée. Et pour moi, c'est une sorte de bénédiction. Je comprends qu'il y a plein de personnes qui ne soient pas d'accord avec moi, mais c'est mon expérience. Il faut dire aussi, une chose à prendre en compte, c'est que j'ai eu plein d'incidents d'homophobie et de... pas de transphobie, mais... pas de transphobie parce que je ne m'identifie pas en tant que personne trans, parce que je suis non-binaire. Il y a plein de fois où je suis mégenrée, où les gens font des commentaires absolument horribles sur la... Donc, c'est le terme transphobie, en fait. Mais en gros, même si j'ai eu ça, je vois quand même mon identité queer comme une partie formidable de mon identité que j'adore. Je savais aussi que ma famille, on a vécu tellement de choses assez difficiles en grandissant que, en fait, moi, faire mon coming out, c'était l'une des choses les moins graves ou les moins importantes. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé parce que ça ouvre la voie à plusieurs rebondissements. Permets-moi de commencer avec celui de ta maman. En regardant le reportage sur la Gay Pride, elle t'a dit « J'espère que tu ne vas pas devenir comme ça ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de revenir sur cette conversation-là ou si tu peux peut-être rentrer dans sa pensée pour développer un peu. Qu'est-ce qu'elle pointait du doigt quand elle disait « J'espère que tu ne vas pas devenir comme ça ». J'ai été élevée en tant que l'enfant aîné d'une famille d'Afrique de l'Ouest, d'une famille ivoirienne. Donc, les notions de ma mère en grandissant, parce qu'elle a grandi entre autres en France, elle avait des potes gays, tout ça. Donc, c'était pas une notion qui était étrangère à elle. Mais le truc, c'est qu'elle ne s'imaginait pas que ce serait son enfant. Parce qu'elle m'a mis au monde et qu'elle espérait que je ressemblerais. Effectivement, être queer, c'est très différent d'une personne qui est vraiment très hétérosexuelle et qui croit aux notions de genre. Quand je dis que j'ai été élevée comme la fille aînée d'une famille africaine de l'Ouest, c'est vraiment, j'ai été élevée entre autres pour m'occuper d'un homme, m'occuper d'une famille. La question d'être queer et du coming out, c'est aussi, je pense, d'une certaine manière, s'autoriser à décevoir les hétéros et les personnes cis des attentes. En fait, ruiner les attentes qu'ils ont de nous. Qu'ils ont fondées sur vous. Oui. Absolument. Après, le truc à dire, et c'est toujours un peu bizarre, mais justement, moi et mon pote, on parlait de ça, c'est que ma mère, comparée à tellement d'autres parents, a une réaction assez positive, en fait, parce qu'elle sait que je suis queer. Elle m'a vu à des manifs à la télé. Elle m'a vu à des manifs à la télé, elle m'envoie des SMS en mode « Mais je t'ai vu à cette manif queer » et je suis en mode « Ah bon ? Mais tu me connais trop bien » Elle dit « Non, en fait, je t'ai vu à la télé, quoi. » Donc, elle sait très bien que je suis queer, mes frères et sœurs, ils le savent tous et tout ça, ma famille le sait. Mais bien sûr, il y a des problèmes avec quelques membres de ma famille, mais l'idée, c'était vraiment en mode
hate the sin, love the sinner, qui serait traduit comme... On aime le pécheur, mais on déteste le péché, c'est ça? Oui, et c'est vraiment l'idée que, les autres, ils peuvent le faire, mais si ça arrive dans ma famille, ça va commencer à poser problème, en fait. Donc, j'imagine que c'était ça. Et aussi, le truc, c'est que dans ma famille, je ne vais pas entrer en détail, évidemment, pour des raisons évidentes, mais je ne suis pas la seule personne queer, et c'est normal. Parce que même si les personnes queer sont une minorité, on a toujours été une minorité, c'est quasiment impossible, surtout dans une grande famille africaine, que vous soyez la seule personne queer. C'est juste que les autres, ils ne seront pas fait coming out, en fait. Donc, il y a d'autres membres de ma famille qui sont queer. Je ne suis pas une exception, mais je suis l'une des seules qui soit aussi open par rapport à ça. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis open, je pense aussi, c'est à cause de mon passing. Et parce que je n'aime pas du tout ce passing-là, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse changer parce qu'une des grosses raisons pour lesquelles j'ai ce passing, c'est aussi mon apparence physique. Et même si j'altère cette apparence physique, il faudra faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment toujours en mode non, je suis queer, c'est mon identité, vous n'allez pas enlever de moi, même si vous pensez que j'ai l'air 6-7. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai été élevée en tant que personne catholique. Et je suis devenue athée quand j'avais 12-13 ans parce qu'en fait, mon meilleur ami à l'époque, il est devenu athée et il s'est dit la religion c'est de la merde. Aude est encore dans ce truc de baptême et tout ça, on va lui ouvrir les yeux en fait. Et donc il a commencé à ces trucs en fait que beaucoup de personnes font quand ils essayent soit de t'évangéliser, soit de te dévangéliser. Mais il a commencé à me poser plein de questions. Et moi à l'époque, je me posais plein de questions sur la mort et sur la religion en fait. L'une des raisons pour lesquelles la religion était importante pour moi, c'était que j'avais peur de mourir. J'ai peur de mourir. On m'a toujours dit, si tu crois en Dieu, ça va t'aider à... Quand tu mourras, tu iras au paradis et tout ça. Le truc, c'est que j'avais plein de questions par rapport à ça, par rapport à l'évolution. On dit que Dieu a créé l'homme, mais on nous dit à l'école que l'homme vient du singe. Donc, c'est quoi, en fait? Et je posais ces questions-là, et les prêtres n'arrivaient pas à me répondre. Ma famille n'arrivait pas à me répondre. Et un jour, mon meilleur pote, il m'a dit, j'ai une réponse à ta question, en fait. C'est qu'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il y a assez très nietzschéen. Parce que Nietzsche dit bien que Dieu est mort. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai arrêté de croire, en fait. Et ça, par contre, ça a posé bien plus de problèmes que mon coming out. Dans quel sens? C'est vrai que je voulais demander... Dans ma famille, en fait. Ils ont vraiment eu du mal par rapport à mon manque de foi. Parce que vraiment, là, je suis la seule. Si tu n'étais pas devenue athée à 13 ans, est-ce que tu penses que ton identité, comment on va dire ça, se serait heurtée à ta religion? Est-ce que tu penses que les deux auraient cohabité en paix? Non, absolument pas. Non. Déjà, en grandissant avec toutes les choses qui me sont arrivées, j'avais une faible estime de moi et ça m'a pris des années de thérapie pour réussir à m'aimer et à m'accepter, mais surtout à m'aimer en fait. Mais j'aurais pas pu être à l'aise avec mon identité queer. J'aurais pas pu être à l'aise avec le fait d'essayer de faire du travail dans la communauté. J'aurais pas pu être à l'aise avec l'idée de sortir avec des personnes et tout ça et essayer de construire des relations durables et stables si j'étais encore religieuse. Parce que je pense que les personnes queer, et surtout les personnes queer noires qui sont religieuses, font un travail énorme pour réconcilier une religion et des religions abrahamiques en particulier, parce que je parle principalement des religions abrahamiques, qui les rejettent en fait. Parce que c'est écrit dans les textes. Et bien sûr, il y a aussi une partie des textes qui disent il faut accepter son prochain et il faut l'aimer, mais aussi il y a aussi dans ces livres-là des textes qui disent aussi que non, en fait, il faut nous détruire. Il faut nous détruire parce qu'on est des pécheurs. Et je pense que j'aurais eu du mal à réconcilier ça parce que ce sont des religions qui apportent du confort, du support, du soutien, en fait. Mais c'est aussi des religions qui te demandent de dissimuler, cacher des parties de toi, en fait. Et y compris la question d'être queer. Vu qu'il y a cette conscience d'avoir failli aux attentes des personnes cis-het, en particulier les personnes cis-het qu'on aime, avec qui on a grandi, qui nous ont élevés, il y a cette idée-là de je vais me reporter dans la religion et je vais essayer de ne pas être trop, entre guillemets, flamboyant ou pas être trop open par rapport à mon identité. Et je pense que oui. Si tu n'avais pas grandi en France, est-ce que tu penses que ton identité aurait été la même et ton rapport à la religion aurait été le même? Alors, ma famille est ivoirienne. J'ai jamais vécu en Côte d'Ivoire et tout. Je suis juste partie là-bas pendant les vacances. La Côte d'Ivoire, c'est un pays assez intéressant dans le sens que la Côte d'Ivoire est plus ouverte par rapport aux personnes queer, aussi bien non-cis que d'autres types de
queerness. Par exemple, j'ai appris ça la semaine dernière, en fait, dans une room, c'est Clubhouse, où il y a des élections de Miss pour les femmes trans là-bas. Et j'ai plusieurs potes qui m'ont dit aussi qu'il y a des coins pour les personnes queer où elles se retrouvent et tout. Et c'est l'un des pays où être queer, c'est pas pénalisé par la loi, en fait. Mm-hmm. Du coup, je dois faire un recto parce que j'ai dit en anglais dans plusieurs talks où j'étais invitée que, en fait, l'une des raisons pour lesquelles l'homosexualité est pénalisée dans les pays africains francophones, c'est à cause des anti-sodomy laws, donc les lois anti-sodomie qui étaient présentes en fait dans le corpus de lois au Royaume-Uni et qu'ils ont exporté dans les pays qu'ils ont colonisé. Et en fait, j'ai expliqué ça et j'ai expliqué qu'en France, à la base, il n'y avait pas de anti-sodomy law parce que j'avais expliqué qu'une des proches des hommes qui ont écrit le code civil était queer et c'est pour ça, mais j'ai fait une erreur en fait, que j'ai appris la semaine dernière. C'est que en fait, dans les pays colonisés par la France, ils ont aussi exporté des lois anti-homosexualité en fait. Ils ont fait ça. Ils ne sont pas si différents que ça. Je ne suis pas 100% sûre, mais je pense que certaines des lois dans les pays francophones n'étaient peut-être pas aussi pénalisantes que dans les pays anglophones africains, mais je ne suis pas 100% sûre. Donc, en fait, en gros, pour expliquer ce contexte culturel, oui, j'aurais fait mon coming out si j'avais vécu en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si mon identité de genre, par contre, je serais identifiée comme non-binaire parce que la question de genre est très, très, très rigide là-bas. Et je pense que c'est c'est culturel et c'est aussi un énorme, une des conséquences de la colonisation. Je pense que j'aurais fait mon coming out simplement parce que je me sentirais trop mal à l'aise à ne pas être moi-même et à m'inventer une identité. Parce que pour moi, prétendre être hétérosexuel, c'est une prison. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis des fois mal à l'aise quand je sors avec des hommes, c'est que j'ai cette idée-là, que je me dis, putain, les gens vont croire que je suis hétéro et c'est pas qui je veux. Et ça veut dire que ça va impacter mon cercle social aussi. Parce que du coup, ça veut dire que je vais devoir traîner avec des personnes hétéros. Ça veut dire que quand ils vont parler de sujets qui les affectent, ils vont avoir le postulat que tout le monde dans la pièce est hétéro et je vais toujours devoir rappeler que je suis queer, ce qui est fatigant à la base. Et aussi, j'aurais cette impression-là, qui est pas juste, mais c'est une impression, que dans les milieux queer, j'aurais l'impression d'être un peu moins légitime parce que je suis dans une relation avec un homme, ce qui ne me fait pas de moi une personne hétéro, mais ça fait de moi une personne qui a un passing hétéro et qui a donc, par définition, une proximité à des privilèges que les personnes qui ne sont pas dans des relations comme ça n'auront pas. Donc, je pense que si j'avais grandi en Côte d'Ivoire, j'aurais aussi dit, mais je pense que j'aurais peut-être fait moins de travail avec la communauté ou peut-être que j'aurais envisagé à un moment de partir dans un autre pays, potentiellement pas un pays africain. Le truc avec la Côte d'Ivoire, c'est que je pense que si j'avais grandi en Côte d'Ivoire, j'aurais grandi comme une personne de classe moyenne. Après, c'est juste des suppositions, parce qu'on ne saura jamais. Et le truc, c'est que quand il s'agit de la question queer, surtout, je pense, de la question queer des personnes africaines, c'est que malheureusement, il y a une question de classe aussi. Quand on bouscule les règles de genre et de sexualité, et dans un contexte africain, on a tendance à vous laisser plus tranquille quand vous avez de l'argent, parce que vous avez du pouvoir. Et si j'avais grandi classe moyenne, oui, j'aurais eu cette aisance à pouvoir me définir par cette identité-là et vivre ma vie comme je l'entends, parce que j'aurais un peu plus d'argent. Si j'étais quelqu'un qui vivait dans un sikobois, donc un sikobois, c'est un sort de bidonville, en fait, je pense pas que j'aurais pu le faire parce que je serais pauvre, en fait, et je subirais encore plus d'homophobie, parce que quand vous vivez dans une gated community, donc, voyez, dans ces résidences assez bourges en Afrique, et que vous êtes queer, la probabilité que, par exemple, les gens dans la rue vous attaquent parce que vous embrassez votre copine, et encore, c'est pas un truc, parce qu'en général, le terme PDA, donc être affectif avec son partenaire, c'est pas un truc qu'on fait beaucoup. Oui, on n'est pas beaucoup démonstratif. Donc il y a ça aussi, même quand vous êtes hétéro, vous ne faites pas vraiment. Mais je veux dire que l'homophobie sera là, mais elle sera moins violente parce que vous avez votre argent pour vous protéger. Donc je pense que si j'aurais grandi en Côte d'Ivoire, j'aurais un peu plus d'argent et ça aurait aussi aidé. D'accord. Je vais revenir un peu sur ta maman. Est-ce qu'à un moment donné, elle a essayé, bien qu'elle ait eu des amis queer, est-ce qu'elle a essayé à un moment donné de te faire changer? Non, pas vraiment. En fait, je sais que quand je sors avec des hommes, je vais pas lui dire parce que je me dis, elle va penser que je suis hétéro maintenant. Mais des fois, elle le sait. Le truc, c'est qu'avec la bisexualité, c'est aussi compliqué parce que les gens, ils te prennent pas forcément au sérieux. Ils pensent que c'est juste que
C'est une phase. Oui, c'est une phase en fait. La preuve, je croyais ça au début. Donc des fois, il me dit mais il pense que tu dois faire un choix en fait. Et j'explique aux gens que c'est pas une question de faire un choix, je suis attirée par tout le monde. Après, des fois, je fais des choix. Par exemple, en ce moment, mon choix, c'est que je suis sûre de vouloir sortir avec des hommes. Mais ça veut pas dire, mais je suis pas lesbienne pour autant. Parce que je vais voir un beau gars passer, je vais être en mode oh putain, il est trop canon et tout ça. Et après, les gens vont me dire, on regardait en mode mais t'es pas sur les lesbiennes. Et je dirais d'accord, je suis sortie avec les hommes, mais quand même. Et aussi parce que oui, c'est rare, mais bon, il y a quand même des hommes pour lesquels j'ai été attirée sexuellement en fait. Mais en fait, c'est juste que c'est pas tant de changer, mais c'est qu'il y a une pression de faire un choix en fait. Et c'est aussi l'idée que c'est un peu juvénile de faire ça, surtout à partir d'un certain âge. Mm-hmm. Et pour moi, c'est pas juvénile parce que c'est qui je suis. Je suis attirée par les gens. C'est ton identité. C'est mon identité. C'est vraiment une partie de moi. Et même s'il y a certaines catégories de personnes que je vais pas forcément vouloir sortir avec, je suis quand même attirée par ça. Donc je dirais non, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai des membres de ma famille qui m'ont dit oui, dès que tu vas sortir avec un mec, tu vas arrêter ces histoires d'être queer et tout ça. Et donc ça m'a fait et donc du coup je suis encore plus mon côté militant queer. Enfin, je suis pas une militante, mais mon côté queer, déjà j'ai une veste en faux cuir. Je précise faux cuir parce que je mange pas de viande. Donc j'ai une veste en faux cuir avec mon badge, mon rainbow flag que je porte tout le temps. Et je porte pour que les gens ils sachent bien que je suis queer. Et des fois, quand je suis dans des milieux queer, j'ai même ma main à côté de mon badge pour que les gens sachent bien que voilà quoi, c'est pas un accident, parce qu'ils vont pas forcément voir à ma tête. C'est pas tant à la tête, mais c'est que je suis pas assez masculine pour qu'ils aient cette présomption de peut-être qu'elle est queer en fait. Donc c'est clair qu'il y a des membres de ma famille qui m'ont dit ça, et c'était assez blessant parce que c'était des membres de ma famille avec qui j'ai fait mon coming out et qui étaient en mode oui, c'est pas un problème pour moi et tout ça et tout. Et après ils retournent leur veste et qui disent ouais non en fait je te crois pas, et puis c'est juste une phase et puis tu vas aller en enfer. Et ça c'est pas cool. Mais ma mère a jamais vraiment essayé de me faire changer parce que pour être honnête elle a toujours été super ouverte d'esprit. Ma mère c'est une mère africaine, mais c'est aussi une mère africaine cool en fait. Et ça veut pas dire que les mères africaines sont pas cool, autant pour moi. Mais c'est que elle est très jeune dans sa tête. Elle est super cool sur plein de sujets. C'est vraiment le genre de mère, et ça choque toujours les gens en fait. Quand je dis ça, il y a une fois une personne qui m'a demandé mais ta mère elle est noire, parce que je leur disais que ouais, quand j'avais 16 ans, elle me demandait tout le temps quand est-ce quand t'auras un gars en fait, quand est-ce que tu vas me le présenter. Et je n'ai pas lui présenter mon gars à l'époque et tout, mais voilà quoi, c'est ce genre de mère qui veut ça en fait. Elle me dit ouais mais en fait t'as pas besoin de te marier et tout ça, juste sors avec quelqu'un. Et moi je suis en mode non je veux vraiment me marier en fait. D'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voté pour François Hollande, parce que je me suis dit ouais je peux enfin me marier avec des meufs, et en fait voilà. Je suis pas mariée. Bon évidemment le mariage c'est pour l'instant. Non, pour l'instant. C'est une institution qui oppresse, mais pourtant, je suis totalement célibataire. Même bref, c'est pas par rapport au mariage. Non, elle a jamais vraiment essayé de me faire changer par rapport à ça, et je suis reconnaissante. Mais elle sait que de toute façon, ça aurait pas marché. Donc, non. Alors, j'ai peut-être une question qui n'était pas dans notre conducteur, mais j'ai remarqué, ce n'est pas seulement chez toi, c'est le cas chez moi, et c'est le cas pour beaucoup de personnes queer avec lesquelles j'ai eu à discuter. J'ai l'impression qu'on a du mal à dire de manière spontanée queer ou lesbienne ou gay. Il y a toujours un ça, il y a toujours ceci ou cela. On emploie rarement le terme quand on est entre nous, quelle que soit notre identité de genre. Selon toi, quel est le raisonnement derrière? Je peux avoir un début de réponse, mais je suis pas sûre que ce soit, et vous allez me dire si j'ai tort ou quoi, mais je suis pas sûre que ce soit mon expérience, parce que j'ai toujours utilisé les termes, comme dit le terme, et j'utilise toujours des termes, parce que aussi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les mots. La communication c'est très important pour moi. Je suis une bonne communicatrice et c'est mon taf, mais en fait je pense que c'est aussi parce que j'ai plusieurs potes aussi qui vont pas forcément utiliser ces termes-là, ils vont pas forcément se définir comme lesbienne ou gay ou quoi que ce soit en fait. Ils vont pas utiliser des termes, ils vont utiliser le terme queer. Et je pense que l'une des raisons par rapport à ça, c'est que il y a cette idée-là que je sais qu'il y a une notion de race aussi. Surtout en particulier pour les personnes noires qui sont nées en Occident. Je pense que ça va être un peu différent si vous n'êtes pas né en Occident, si vous n'êtes pas né et grandi en Occident. Et je pense qu'il y a aussi ces termes-là de gay, lesbienne, les figures de proue, les personnes qu'on voit, elles ne ressemblent pas.
Donc cette idée-là de est-ce que j'appartiens vraiment à ce monde-là, parce que aussi, j'ai pas parlé de ça, mais il y a énormément de racisme dans les milieux queer, mainstream en fait, qui sont une des raisons pour lesquelles j'avais beaucoup de mal au début, parce que je me disais ouais c'est mon monde, mais mes potes queer blancs étaient énormément racistes. Donc je pense qu'il y a cette idée-là de on n'est pas représenté dans ces mouvements-là, dans ces identités-là, donc à quoi ça sert de se réapproprier ces mots. Et puis j'imagine il y a aussi le truc de, je pense qu'il y a aussi un truc avec le mot. Une fois qu'on dit qu'on est, on est, et il faut le dire aux autres. Et des fois c'est assez compliqué. Des fois on navigue dans ce qu'on dirait une gray zone, donc une zone assez grise, une zone assez trouble. Dans le sens qu'on est conscient qu'on est queer, on a dit à certaines personnes autour de nous, mais on ne veut pas en faire entre guillemets, tout un plat. On ne veut pas être trop outspoken par rapport à ça, parce que le backlash de retour de bâton peut être assez violent. Il y a aussi cette idée de si je commence à avoir cette identité-là, j'aurai beaucoup de violence qui va me tomber dessus. Ou peut-être même des pertes d'opportunités professionnelles, de la violence dans la rue, de la violence dans nos cercles intimes. Donc je pense que c'est une des raisons par rapport à ça aussi. Parce que c'est ça en fait, une fois qu'on a cette identité-là, ça change beaucoup de choses. Ça change surtout la manière dont les autres nous voient en fait. Puis aussi, il y a cette idée-là de, sans vouloir trop entrer dans le Kinsey Scale, donc l'échelle de Kinsey, c'est quelque chose que j'expliquais en fait à mes potes la dernière fois. Je leur disais que, parce qu'on était toutes bisexuelles, et je leur disais qu'en fait, les personnes bisexuelles sont la majorité des personnes queer. En tout cas, d'après les études qu'on a, et surtout les études sont principalement faites aux États-Unis et dans des milieux anglo-saxons, mais je pense que ce ne sera pas trop différent en France. Mais les personnes bisexuelles représentent plus de la majorité des personnes qui sont LGBTQIA+, ou queer et tout ça. Des fois aussi, on ne veut pas forcément se définir parce que on ne sait jamais. On peut toujours avoir une affinité, une attraction par rapport à d'autres personnes, d'autres genres, que celui pour lequel on a une majorité, une affinité. Et il y a cette idée-là qu'une fois qu'on choisit ce terme, et une fois qu'on se définit par rapport à ce terme, quand on veut changer, il y a un retour de bâton. Les gens sont en mode, oui, mais t'es confus, mais pourquoi tu changes et tout ça. Donc je pense qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a des personnes qui me disent, ok, d'accord, je suis peut-être principalement attirée par les femmes, principalement attirée par les hommes, mais qui sait, un jour, je pourrais sortir avec une femme. Donc, j'ai pas envie de dire juste je suis gay, je suis lesbienne, parce que ça pourrait peut-être changer. Et c'est vrai, en fait. Quand je parle du Kinsey Scale, ce que je voulais dire, c'est que je pense que, et ça explique peut-être pourquoi les personnes bisexuelles sont une majorité du mouvement queer, c'est qu'en fait, je pense que la majorité des personnes n'ont pas forcément de sexualité définie comme ça, en fait. Je pense que c'est à ça d'être à 100% sûr que c'est juste une attirance par rapport à un type de personne, par rapport à un type de genre. Et je pense que c'est plus une gray zone par rapport à d'autres personnes, par rapport à une majorité de personnes. Ça allait être ma prochaine question. Donc, l'orientation sexuelle n'est pas figée. On est attiré par des personnes, quelle que soit leur identité de genre. Ça dépend des personnes. Je peux parler pour moi, bien sûr, mais il y a plein de personnes pour lesquelles, en fait, non, ce ne sera pas fluide, ce sera fixe, ce sera très, très fixe. Mais je pense que pour beaucoup de personnes aussi, parce que ces sociétés sont très complexes, pour beaucoup de personnes, ce sera fluide. Pour moi, c'était fluide. En grandissant, j'étais pas seulement attirée par les hommes, et je me voyais vraiment finir ma vie avec un homme et tout. Et ensuite, après, ça a changé, j'étais un peu plus attirée par les femmes. Maintenant, je me rends compte que j'ai une préférence pour les femmes, même si... faut être honnête, c'est plus facile de sortir avec des hommes parce qu'il y en a plus. Il y en a plus. C'est plus simple de les trouver parce que on peut sortir avec des hommes qu'on rencontre au supermarché, avec des hommes qu'on rencontre à une exposition dans le bus, en fait. Quand il s'agit de sortir avec des femmes, c'est plus compliqué parce que déjà, il faut se prendre la tête et se poser la question sur est-ce que c'est une personne queer. Donc déjà, c'est un problème. Donc ça rend les rencontres plus compliquées. Parce que déjà, il faut déterminer que c'est une personne queer. Ensuite, il faut déterminer que c'est une personne qui soit attirée par soi aussi. Et après, il faut commencer le truc. Donc, ça rend la rencontre et la possibilité d'histoire bien plus compliquée. Ça, c'est aussi en prenant en compte le fait que c'est compliqué aussi d'aimer une personne d'un genre qui est pas hétéronormée. Ce que je veux dire, c'est que on nous socialise, on nous pousse, on nous force, on nous prépare à aimer des hommes. Aimer une femme, c'est aussi de cette manière, des fois aimer un reflet, des fois un reflet de soi, ou des fois juste aimer une personne pour laquelle on n'a pas été préparé. Et ça peut faire mal, ça peut faire peur. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, c'est quelque chose qu'on réapprend en fait, parce qu'on doit tout réapprendre. Bah, du coup, comment tu rencontres, vu que c'est compliqué, enfin, je crois que c'est compliqué en Europe, c'est compliqué en Afrique, comment tu fais tes rencontres féminines? Bah, bizarrement, donc la première femme avec qui je suis sortie, c'était... en fait, j'ai rencontré dans un groupe de... au théâtre.
un groupe d'OTEP, en fait. En fait, dans un groupe panafricain. Donc, qui ne sont pas du tout gay-friendly. Et c'est pour ça que je rigole, parce que je me dis, je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré là. Et donc, voilà. Ensuite, les autres femmes avec qui je suis sortie, je les ai rencontrées dans les sites de rencontres. Mais les sites de rencontres, c'est compliqué, encore une fois, parce que il y a une claire différence en termes de genre, en fait, que j'ai remarqué. Les personnes qui ne sont pas des hommes hétéros, ça va être compliqué de leur parler sur les réseaux sociaux. Elles ne vont pas forcément te répondre, elles ne vont pas faire le premier pas, elles ne vont pas continuer après la conversation. Donc, je trouve ça relativement compliqué. C'est pour ça que c'est aussi une bonne chose d'avoir un cercle de personnes queer et d'avoir des amis qui peuvent introduire et tout ça. L'autre chose qui est compliquée pour moi, et je vais être assez honnête avec ça, c'est que je sors qu'avec des personnes noires ou racisées. Et donc, c'est très compliqué parce qu'on vit dans un pays blanc et la majorité des personnes qui vont être queer, elles vont être blanches. Et si vous ne sortez pas avec elles, vont rendre les choses bien plus compliquées pour vous. Parce qu'une fois de plus, c'est une question de nombre. Si j'étais en Afrique, je sortirais qu'avec des meufs noires. Ce serait compliqué de trouver les out, très très compliqué de trouver les meufs out. Ouais. Mais je trouverais plein de personnes noires. C'est pas le cas en Europe. Donc, il y a ça aussi à voir. Et aussi, l'autre truc, c'est que j'ai aussi atteint un certain âge où il y a plein de meufs queer qui vont déjà être en couple. Ouais. Donc c'est ça en fait, et c'est totalement différent par rapport à mes potes gays où beaucoup de mecs vont pas être en couple en fait, mais c'est aussi ça. Donc je trouve ça relativement compliqué, mais mon espoir en fait c'est que il y a aussi ce truc là, il y a aussi le cliché des lesbiennes qui se voient et après le troisième date elles s'installent ensemble et après 6 mois elles se marient. Il y a ce truc-là. Évidemment, je ne suis pas lesbienne, mais je me dis, mais après, il y a une partie de moi qui me dit, je pense que quand je trouverai la bonne personne, j'aurai trouvé la bonne personne. Mais pour le moment, ça va être compliqué. Et hier, j'ai lisé une histoire absolument fascinante d'une meuf qui était mariée avec une femme. La femme est morte d'un cancer. Et au moment où elle est morte d'un cancer, elle a dit à sa femme qui a survécu et à une de ses infirmières, vous vous entendez bien ensemble, je veux que vous restiez ensemble. Donc, la femme qui a survécu à son épouse qui est morte, elle s'est mise avec l'infirmière, elles se sont mariées. Les membres de sa famille n'étaient pas très contents parce que c'était en mode ouais, tu bouges trop vite en fait. Même si t'es lesbienne, c'est trop rapide là. Elle s'est mise avec sa nouvelle femme. La nouvelle femme est morte d'un cancer. Non. Oui. Et pendant qu'elle préparait donc les deuxième funérailles, il y a le funeral director. Je sais pas comment on traduit en français, mais l'une des personnes qui travaillait au pompes funèbres, ouais. Oui, aux pompes funèbres en fait, qui s'est rapprochée d'elle. Elle s'est mariée avec elle. Non, elle n'est pas décédée aussi. Non, tu vas pas dire ça. Non, elle s'est mariée avec elle. Et j'ai lu ça. Et au début, j'ai lu ça. Je me suis dit, non, c'est un fake. Après, c'est sur un site pour hétéros. Un site pour hétéros. Ils disent pas ça. Enfin, c'est un site de mariage pour lequel ils avaient un article sur comment les personnes queer se sont mariées, en fait. Et se sont rencontrées. Et je disais ça et je disais, il faut que j'écrive un truc là-dessus. Je vais écrire un truc là-dessus, en fait. Mais c'est hallucinant. Donc voilà, bref. Pour dire qu'en fait, ouais, l'espoir, c'est qu'une fois que je rencontre la bonne personne, ce sera la bonne personne. Mais c'est relativement compliqué aussi, je pense que c'est aussi le cas avec les hétéros. J'ai remarqué ça, surtout quand je suis sortie quand on sort avec des personnes noires et métisses, c'est compliqué de pouvoir s'aimer. La notion de black love, d'amour noir, j'utilise le terme amour noir parce que voilà, c'est une parfaite traduction. C'est très compliqué qu'on est socialisé pour se détester, pour se repousser. Et c'est très compliqué. Si c'est très compliqué pour les hétéros, ça va être compliqué pour nous aussi, parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Ce sera plus simple, je pense, d'aimer les personnes non noires et en particulier les personnes blanches parce que c'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on est vu comme le plus beau, c'est ce qui est vu comme le plus intelligent et tout ça, c'est ce qui est vu comme le plus attirant en fait. Et je pense que c'est aussi compliqué parce qu'il faut se remettre en question. C'est un miroir. Un miroir, c'est très dur qu'on s'aime pas, qu'on n'a pas appris à s'aimer, qu'on se rejette, qu'on n'est pas très confortable avec soi-même en fait. Ah, c'était une de mes questions. Je crois que tu as commencé à y répondre, mais si on pouvait juste un peu s'étendre dessus, parce que je suis tombée sur ton article sur OK Africa, ce qui parlait des 10 couples queer qui vous... Comment tu as formulé ça? Voilà. These 10 queer couples embody the beauty of black love. Et sur 10 couples, malheureusement, il y a au moins 5 ou 6
qui sont séparés. Et comme tu disais, je crois que tu as commencé à y répondre, mais si tu pouvais un peu t'étendre dessus, ce serait pas mauvais. Pourquoi est-ce que les relations entre personnes de couleur semblent être vouées à l'échec? Je ne veux pas dire qu'elles sont vouées à l'échec parce que je pense que c'est important de cultiver l'espoir. Aussi bien pour moi que pour les personnes qui nous écoutent. C'est quelque chose pour lequel je suis intentionnelle en tant qu'auteur. C'est quelque chose que je ne faisais pas forcément quand j'étais plus jeune, mais bien sûr, j'ai appris en tant que personne, en tant qu'auteur. Et c'est vrai, parce que ces couples-là, il y en a beaucoup que je suivais sur Instagram et tout ça, et parce que l'article date de 4 ans. Et je me rappelle, j'avais pitché à mon éditeur en chef en mode, oui, je vais vraiment faire ça et tout, on va pas assez de personnes queer noires et tout, je vais vraiment faire ça pour apporter de l'espoir aux personnes qui sont jeunes et qui sont dans le closet, ou même aux personnes plus âgées qui sont dans le closet et tout ça. Et donc, quand j'ai sorti, aux alentours de 6 mois, le premier couple a commencé à se séparer. Ils ont tous commencé à se séparer. Et c'est vrai que c'est assez décevant, mais il y a plusieurs choses. On a tellement peu de représentation qu'on se rabâche, on se jette sur les premiers couples qu'on voit sur les réseaux sociaux, en mode on va vivre à travers eux, et ils vont être la représentation qu'on n'a pas vraiment en fait. Et je trouve que c'est pas juste parce que les relations sont compliquées. Les personnes rompent tous les jours et se remettent avec d'autres personnes tous les jours. C'est ça la beauté des choses. Ça fait mal aussi parce qu'on se met avec quelqu'un, et ça c'est quelque chose de les relations amicales et tout ça aussi. On se met avec quelqu'un, on se dit ça va tenir et ça tient pas. Donc c'est un problème aussi. Je pense que parce qu'il y en a si peu d'entre nous, il y a une sorte de spotlight, une sorte de projecteur qui est fait sur des quelques rares, et quand ça marche pas, on se dit mais peut-être que c'est pas fait pour marcher, tout ça. C'est juste un truc de la vie en fait. Les relations, beaucoup vont marcher, beaucoup vont pas marcher, et malheureusement c'est ça. Après, je pense que oui, c'est compliqué en tant que personne queer et noire de s'aimer. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais je pense que c'est compliqué parce qu'on n'a pas les outils. Il n'y a rien qui nous apprend à faire ça. Et sans vouloir entrer trop dans le truc de ça arrive aux hétéros aussi, ça arrive aussi aux hétéros. Je me rappelle que c'était aussi compliqué pour moi d'être dans des relations amoureuses avec des hommes noirs, parce que même quand je faisais l'effort et quand je faisais le travail, c'était très compliqué pour eux d'avoir un miroir et d'essayer d'aimer une partie d'eux pour lesquels ils n'étaient pas à l'aise. Et quelque chose qui était aussi peu vu, aussi peu apprécié, aussi peu cultivé, parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'a grandi pas forcément avec des familles où on voyait beaucoup de black love qui étaient healthy, en fait, qui étaient sains. Je veux dire, moi, et parce que j'ai une expérience de vie assez riche, et j'avais beaucoup de familles avec lesquelles j'ai grandi et tout ça. Il a fallu que j'ai 22 ans pour avoir mon premier exemple de black love, et c'est un couple hétéro qui était sain en fait, et plus âgé que moi et tout ça, et ça m'a pris autant de temps alors que j'avais déjà vécu dans 2 pays et j'avais déjà fait plein de choses. Et donc pour les personnes queer, c'est encore plus compliqué, parce que combien de couples on connaît queer noirs qui sont je pense que je veux dire que c'est pas tant une question d'être queer, mais c'est aussi une question d'être noir, en Occident en particulier. Après, pour les personnes queer, oui, c'est compliqué aussi, parce que on voit notre identité queer comme malheureusement quelque chose qui est rejeté par les hétéros cis, qui est oppressé. C'est quelque chose qui est minimisé, quelque chose qui peut potentiellement nous mettre en danger. Donc, évidemment, quand tu es avec quelqu'un de noir et quelqu'un de queer et tout ça, c'est très compliqué, parce qu'une personne queer, être avec une personne queer noire, qu'on est noir, c'est dire quoi? On a tous les deux la même expérience du racisme, du sexisme, potentiellement, si ce sont des personnes qui ne sont pas des hommes, et de l'homophobie. Ça veut dire que quand on subit ces choses-là, on se regarde tous les deux, et l'autre personne ne peut même pas vraiment peut nous comprendre, mais elle ne peut pas vraiment nous rassurer parce qu'elle vit la même chose. Un truc débile. Par exemple, et quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai remarqué que quand je sortais avec des personnes blanches et qu'il y avait un incident raciste qui arrivait, la personne blanche entrait dans un magasin, par exemple, et elle disait « Ouais, il se passe quoi ?» Et tout d'un coup, il y avait des excuses. Quand tu sors avec une personne noire et qu'il y a ça, t'as pas d'excuses, t'as pas de respect, t'as pas ça, t'as pas cette proximité au privilège. Quand t'es avec un homme, peut-être un peu, ça peut aider parce que c'est un homme, et pas tant que ça. Et j'ai remarqué aussi un truc absolument hallucinant. Chaque fois que je sortais avec des personnes noires et quand il y avait du PDA ou qu'on s'embrassait dans la rue, et ça arrivait très rarement en fait, parce que c'est pas trop mon genre, je suis très africaine sur ce coup-là, en fait, les gens nous faisaient toujours des remarques. Il y avait une fois, j'avais posé ma tête sur l'épaule de mon ex, et il y a une meuf dans une voiture qui roule, elle sort sa tête de la fenêtre et elle dit « get a room », ce qui veut dire aller à l'hôtel ou aller quelque part. Alors que j'avais juste posé ma tête sur l'épaule de la personne, ce qui est
j'ai fait pire dans la rue, sans vouloir entrer dans les détails. Donc, et c'est hallucinant. Et pareil, quand je sortais avec cette meuf noire, on s'embrassait et les gens ils faisaient des commentaires. Les mecs, ils étaient en mode oui, vous voulez pas nous inviter ou des trucs comme ça, en fait. Pourtant, quand je suis sortie avec une personne d'origine asiatique et qu'on s'embrassait, les gens faisaient pas de commentaires. Il y a une sorte de cristallisation un peu malsaine des couples noirs que j'ai remarqué en sortie avec des personnes noires et des personnes non noires, qui peut être expliquée par plein de choses. Une chose qui est rare aussi, le fait qu'on soit sexualisé. Même quand je suis avec des hommes hétéros noirs, je suis sexualisée. Donc, c'est clair que quand je sors avec des femmes noires, il y a cette double sexualisation et cette idée-là de... On n'est pas aussi... Peut-être on n'est pas aussi classe ou des trucs comme ça. Ou peut-être aussi le fait que quand je sors avec des personnes non noires, les gens ne pensent pas vraiment que je sorte avec elles, en fait. Ils disent, vous êtes juste amis, surtout quand ce sont des femmes non noires, en fait. Donc, il y a toutes sortes de choses. Mais en gros, pour revenir à ces couples-là et à cet article-là, ça me fait vraiment plaisir de l'écrire. Ça me rend un peu triste que ces couples se sont séparés, mais aussi, il y a des trucs à prendre en compte, c'est qu'entre-temps, il y a d'autres couples qui sont apparus, en fait. Ouais. Oui, il y a pas mal que je suis sur Instagram, oui. Il y a pas mal que je suis, mais je suis sûre que je n'ai pas une liste aussi exhaustive que la tienne. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et pour finir, pour ça, je pense que c'est dur de s'aimer en tant que personne noire, principalement, et c'est aussi dur de s'aimer en tant que personne queer. Ça, ce sont des mots très forts. Mais c'est la beauté de ça. Parce que je pense je pense que ce type d'amour-là, pour moi, est tellement beau et tellement fort et tellement pur. Parce que c'est compliqué de s'aimer, mais quand on s'aime, je pense qu'on est capable de déplacer des montagnes ensemble. Quand on aime quelqu'un qui a une réflexion de soi et qu'on est capable de créer une sorte de bulle entre nous, entre personnes de communautés similaires. Et je trouve que c'est vraiment beau. Quand ça marche, c'est superbe. D'accord. Parlons de communauté. Je sais que tu es très active. Récemment, d'ailleurs, tu donnais un atelier d'écriture sur les caractères queer. Je peux un peu me confondre sur les mots, mais aujourd'hui, si tu pouvais donner un aperçu de tes activités avec la communauté, ton implication dans la communauté LGBT, un aperçu de ton implication. C'est un peu arrivé par hasard, en fait. C'est que un de mes amis, il est vraiment un ami vraiment très proche. Il est un dramaturge et un réalisateur britannique qui est un queer aussi, qui est un ami vraiment super proche. Et lui et moi, on se posait des questions sur le fait d'écrire des histoires queer. Et je me suis rendu compte que depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai essayé d'écrire des histoires courtes, mais c'était toujours nul. Et j'en ai même une que j'ai écrite quand j'étais en école de cinéma, et mon prof, il m'a dit, ouais, mais elle est nulle, cette histoire. Et il avait raison, même si ça fait mal. Et j'arrivais pas à écrire des histoires queer. J'écrivais principalement des histoires hétéros, avec des personnes cis et tout ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais invitée par un théâtre assez prestigieux à Londres qui s'appelle The Royal Court, et à faire donc je faisais partie d'un groupe d'auteurs qui écrivaient leur première pièce de théâtre. Et je me suis dit, je veux vraiment écrire une histoire sur le fait d'être queer, en fait. Et donc, à cette époque-là, j'ai commencé à être plus active dans la communauté. C'est-à-dire que je sortais dans plein de lieux queer avec mes potes, avec mes amis, parce que les lieux queer, en général, sont des lieux de fête et c'est là où on socialise. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'alcool, ce qui n'est pas forcément super cool pour les personnes queer qui boivent pas, ou les personnes queer qui ont des familles et qui préfèrent ne pas trop boire ou quoi que ce soit. Mais c'est un des meilleurs lieux de socialisation. Donc, je faisais ça. Donc, j'ai commencé à écrire ma pièce de théâtre sur une personne bisexuelle qui est donc... qui a des problèmes à assumer sa sexualité et elle se rapproche d'un ami à elle qui est aussi bisexuel et ils sont tous les deux endeuillés, en fait. Et donc c'était une histoire qui m'intéressait vraiment. Bon, la pièce de théâtre, malheureusement elle n'a pas été faite ou quoi que ce soit. J'ai écrit un extrait d'une pièce de théâtre qui elle a été faite au Savile Playhouse, donc un théâtre à Londres. Et en fait je voulais explorer le terme de la bisexualité parce que un truc que je me suis aperçue, c'est qu'une fois que j'ai essayé d'être intentionnelle par rapport au fait d'être avec des personnes queer, noires et racisées, tout d'un coup beaucoup de mes potes étaient soit on fait leur coming out queer, soit en fait il était quoi. Et c'est un truc de mal, parce que ça voulait dire qu'une fois que j'ai décidé de trouver ma famille, j'ai trouvé. C'est les avantages d'habiter dans des villes cosmopolites. Parce que je pense que si j'habitais à Brive-la-Gaillarde, j'aurais eu du mal à trouver ma famille. Donc j'ai écrit un extrait de pièce de théâtre qui a été joué, et c'était sur une question de la bisexualité, surtout la bisexualité au niveau des hommes, et le fait que les hommes, en particulier les hommes noirs,
qui sont bisexuels et qui sortent avec des femmes ont du mal, en fait, parce que beaucoup de femmes, surtout des femmes hétéros, vont pas les prendre au sérieux parce qu'elles vont avoir des insécurités, elles vont se dire il va me tromper avec un homme et tout ça. Et ça avait commencé par une conversation que j'avais eue avec une ancienne connaissance qui avait dit moi je ne vais pas sortir avec un mec bisexuel. Et ce qui m'avait choqué, c'est que cette connaissance-là avait été dans une relation avec une femme pendant 1 an en fait. Et je m'étais dit d'accord, c'est intéressant en fait, c'est vraiment intéressant que ça marche d'un côté et pas de l'autre. Donc j'ai écrit ça, et puis du coup à un moment, quand j'ai commencé à faire mes ateliers, j'ai une pote qui m'a dit parce qu'en fait au Royaume-Uni, il y a février, c'est le LGBTQ+ History Month, donc c'est le mois de l'histoire LGBTQ+. Donc cette pote-là, en fait, elle a une association avec qui j'ai travaillé, elle m'a dit ça t'intéresserait de faire quelque chose pour ça, pourquoi pas un atelier? Et je lui ai dit, pourquoi pas faire un atelier sur comment écrire des histoires queer. J'avais jamais fait ça, mais c'était vraiment intéressant pour moi. Et je me disais, t'as jamais vraiment écrit une histoire queer à part cette pièce de théâtre. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. J'écris et je me connais en truc queer. Donc, ça va aller, on va le faire. Donc, je l'ai fait, c'est bien passé. Et ensuite, après, pour Pride Month, donc en juin, donc le mois des Pride, il y a toujours plein d'événements et tout ça, surtout dans les pays anglo-saxons et tout. Donc, j'ai fait un atelier pour une grosse boîte et j'ai fait aussi un talk où ils m'ont demandé de parler de mes expériences de personnes queer. Je me disais, mais est-ce que je peux vraiment parler et tout ça? Parce que je me sens toujours un peu mal à l'aise à l'idée de parler des questions queer pour plusieurs raisons, en fait. À cause de mon passing, mais c'est pas tant à cause de mon passing, c'est aussi parce que depuis que j'ai fait mon coming out, j'ai passé beaucoup d'années en fait à ne pas sortir avec des gens par choix. Et aussi, j'ai pas eu de longues relations amoureuses. Ce qui veut dire aussi, j'imagine que j'ai eu vaguement moins d'homophobie parce que les gens peuvent pas voir ce qu'ils savent pas. Et ils le voient quand on est en relation. Mais en gros, c'est pour dire que j'ai un peu moins d'homophobie parce que j'ai pas de copine à qui je tiens la main dans la rue. Donc, ou quand j'en ai, ça dure pas forcément super longtemps. Donc je sentais pas forcément super légitime à faire ça, mais j'ai fait quand même ces discussions-là. Et c'était intéressant parce que c'était dans les pays anglo-saxons, ils ont ce qu'on appelle des employee resource groups. Donc, ce sont des groupes d'employés en fait qui se réunissent en fonction de leurs identités. Il y aura des groupes de femmes, des femmes employées de Google. Il y aura le groupe d'employés LGBTQ+ de Google, le groupe d'employés qui ont des handicaps de Google et tout ça. Donc, j'avais été invitée par le groupe d'employés LGBTQ+. Et j'étais la seule personne noire, hormis les gens de la sécurité et les gens à l'accueil. Et donc, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être la peine de parler de ça. Et j'ai mentionné ça, justement. J'ai mentionné ça, que c'était assez intéressant au niveau diversité, qu'il n'y ait qu'une seule personne noire, en fait. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, j'ai fait plusieurs autres ateliers. Et du coup, mes potes, elles m'ont invitée à des événements de networking pour les gens pour les associations LGBTQ+, surtout à Londres et tout ça. Et donc, j'y suis allée, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient l'air intéressés par rapport à mes ateliers. Donc, du coup, j'ai commencé à faire plein d'ateliers, y compris un de mes derniers ateliers qu'on a fait en février, justement pour le LGBTQ+ History Month, qui était sur la question des joies queer pour les personnes racisées. Je voulais vraiment faire un sur la question de la joie noire queer, donc comment écrire sur la notion de la joie qu'on est une personne noire queer, mais j'ai pas encore trouvé d'assos ou de clients qui soient intéressés, mais j'espère que ça va arriver. Et donc j'ai aussi fait des talks par rapport à ça. Donc je dirais que mon implication dans la communauté est assez minimale, parce qu'en gros je suis une auteure et je vais aider les gens à écrire, et si je peux aider les gens queer, racisés et noirs à écrire sur eux-mêmes, sur leurs identités, ou si je peux aider d'autres personnes à en apprendre plus sur le sujet, c'est ce qui m'intéresse. Après, d'un point de vue personnel, je donne à des assos de temps en temps quand je peux et tout. Et je fais des talks pour essayer d'explorer plus ces sujets-là. Et qu'autre au niveau de la communauté, ouais, je reste active parce que je vends de la chance aussi, c'est que je suis pas quelqu'un de populaire, mais mes potes se le sont en fait. Donc j'arrive toujours à repérer les personnes populaires, à me jeter sur elles. Et donc j'ai de la chance que mes potes soient assez investis, parce que la plupart de mes potes sont militants. Pas la plupart, mais beaucoup le sont. Donc, en fait, grâce à eux, j'ai cette opportunité-là de vraiment pouvoir traîner dans les communautés queer
de différents pays. Et quand il y a des marches, quand il y a le UK Black Pride, donc le UK Black Pride, j'ai travaillé pour eux aussi, mais le UK Black Pride, j'adorais parce qu'en fait, c'est une Pride pour les personnes racisées qui a commencé il y a 15 ans au Royaume-Uni, à Londres. Elle est online maintenant, donc l'année dernière, j'étais très contente parce que j'y allais plein de fois. À chaque fois, je disais, ouais, je vais y aller, j'ai rencontré ma copine et tout ça. J'ai rencontré ma meilleure amie là-bas, mais j'ai jamais rencontré de copine, mais c'est pas grave. Et en fait, non, je veux pas que vos auditeurs pensent que Aude est un chien, mais voilà, en fait. Donc j'y allais, c'est vraiment super parce que toutes les personnes qui sont qui sont racisés out, pas toujours out, mais qui sont un peu dans la communauté vont être là, donc c'est cool, ils passent de la bonne musique, il y a de la bonne bouffe, des fois un peu trop cher, mais bon, c'est pas grave, et puis on y va, on est bien habillés, tout ça, et puis on sait que c'est un terrain aussi. Le truc, c'est qu'on sait très bien que ce sont aussi on n'a pas beaucoup d'opportunités de socialiser, hormis les boîtes et tout ça, et j'aime pas forcément les boîtes à Soho, donc le quartier gay, à Londres, parce qu'on a eu plein de problèmes de racisme avec nos potes. Et dans le Marais aussi, j'ai eu plein de trucs de racisme et tout là-bas. Donc, c'est bien d'avoir des espaces comme ça, en fait. Donc, bref, oui, bon, en gros, la manière dans la communauté, c'est que j'essaie vraiment de soutenir les gens, soutenir les projets, donner mes cours pour aider les personnes à se dévoiler et à prendre soin d'eux-mêmes par rapport à l'écriture. Oui, principalement ça, soutien des fois, parler de mon expérience si ça aide. Je ne sais pas trop si ça va aider parce que non seulement c'est assez particulier, mais aussi c'est aussi particulier, mais bon bref, c'est ce que j'essaie de faire. Je voulais rebondir sur la Gay Pride. Tu parlais de Black, c'était quoi la Black Pride? Oui, UK Black Pride. Oui. UK Black Pride. Donc, est-ce que tu participes à la grande Gay Pride ou tu te limites, vu que tu souhaites être entouré de personnes queer et noires, est-ce que tu participes à la grande Gay Pride ou tu t'arrêtes à la UK Black Pride? Quand j'étais ado, j'allais à la grande Pride. Ensuite, après, j'ai un peu arrêté. Après, au Royaume-Uni, en fait, vu qu'il y a la UK Black Pride, j'y vais. Des fois, je vais au Grand Pride. On est parti à la Pride de Brighton. J'y suis allée avec un membre de ma famille parce que, pourquoi pas. Et aussi parce que c'est important pour moi que mes membres de ma famille aient cette expérience-là de voir un peu mon monde, en fait. C'est très important pour moi. Pour ne pas que ce soit juste quelque chose d'obscur ou quelque chose de caché, tout ça. C'est important pour moi d'être open avec les gens qui me sont proches, en fait. Ils doivent connaître beaucoup d'aspects de ma personnalité et tout ça. Donc, on est parti. Donc, de temps en temps, je vais au Grand Pride. Mais je suis assez nerveuse à l'idée de me retrouver dans des incidents de racisme. C'est très compliqué. Le racisme de la part de personnes cis-het est déjà compliqué à repérer, à call out, donc à pointer du doigt et tout ça. Mais avec les personnes queer, quand il y a ça, elles vont aussi se victimiser en disant « Oui, je suis queer, comment tu veux m'accuser de faire ça ?» Il y a tous ces trucs-là. Donc, en général, maintenant, il n'y a plus de Pride à cause du confinement. Mais en général, je reste sur le UK Black Pride. Mais après, c'est ça le truc, en fait. Une chose qui me manque énormément, c'est que... je vais à des marches et tout ça. Dans les pays comme en France, où il n'y a pas de Black Pride, je vais aller aux marches normales et j'essaie de trouver les personnes racisées, quoi. Mais je ne vais pas le faire aussi souvent que possible. Et quand je vais y aller, je ne vais pas y aller seule. En général, je vais pas forcément seule. J'y vais jamais seule de toute façon. Non, même quand j'étais ado, j'y allais pas seule. Mais ouais, c'est ça. Mais en général, je vais avoir une préférence. D'accord. Les avis sont très partagés sur la Gay Pride. Moi, j'ai des avis partagés. Je participe, je fais du bénévolat, mais je ne marche pas. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que la Pride a sa place d'être le défilé, les marches et tout ce que ça renvoie, que ça peut renvoyer comme image? Ou pour toi, tu penses qu'il y a de meilleures manières de militer pour les droits des LGBT? Je pense qu'il y a de meilleures manières de militer, mais je pense que la Pride est nécessaire. Je pense aussi que la Pride est nécessaire, mais la Pride est devenue un monument capitaliste et libéral qui montre un type de guerre, en fait, qui vont être des gays blancs, de classe moyenne et tout ça. Je pense que la Pride est vraiment aussi devenue un événement où ça va être en mode, ouais, les gens font la fête et les gens vont faire la fête avec la police qui est aux alentours, les hétéros vont être là aussi et tout. Et ça me rend assez mal à l'aise parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui est devenu un élément visible, mais le côté politique a un peu disparu, en fait. C'est vraiment l'idée de, ah bon, maintenant vous avez le droit de vous marier et tout ça, et puis voilà, quoi, vous allez à la Pride pour faire la fête. Il y a bien sûr, il y a plein d'autres manières de militer de manière plus
plus active. Après, c'est un symbole, et c'est un symbole qui est quand même là. Je pense que c'est bien aussi d'avoir cette sorte de point, de se dire, bon, ça va être juin, et puis au moins, je vais pouvoir voir des membres de ma famille, métaphoriques, spirituels, peu importe, et tout ça. Je pense que c'est aussi pratique. Mais je comprends que plein de gens ne veulent pas forcément marcher parce que soit parce que voilà, quoi, en fait, parce que c'est ton identité que tu vas militer. Et il y a plein de gens qui ne sont pas militants, j'en suis une, je ne suis pas militante. Soit ils ne veulent pas militer, soit ils veulent aider de d'autres manières, en fait. Et c'est important parce que cette idée-là de vraiment les causes gays, c'était se marier, et puis maintenant, peut-être les conversion therapies, donc Merde, je sais pas comment on dit en français. Thérapie de conversion. Thérapie de conversion. Merci. Il y a cette idée-là, mais en gros, l'idée, c'est que de quoi vous plaignez encore, en fait, d'une certaine manière. Et non, il y a tellement de choses qui sont un gros problème dans nos communautés. Le fait qu'on soit systématiquement plus appauvris, le fait qu'on navigue des structures aussi bien de la part des forces de l'ordre que de la part du marché de l'emploi, que de la part des attaques homophobes, transphobes qu'il y a partout. Et tout aussi bien, en pensant aussi au fait qu'il y a plein de pays qui sont structurellement homophobes et transphobes, et même les pays dans lesquels on vit qui soi-disant soient entre guillemets plus verts d'esprit, en fait, dans plein d'endroits, non, en fait. Je suis jamais vraiment à l'aise à l'idée de serrer la main de mes copines quand je suis dans la rue, parce que il y aura quand même quelques incidents, quoi. Et c'est différent de certains pays d'Afrique, d'accord, et certains pays des Caraïbes, mais des Antilles, mais ce sont quand même des problèmes. Donc, et puis aussi un autre truc qui me saoule aussi, c'est que il y a cette idée-là je vais en parler parce que c'est un de mes sujets préférés, mais il y a cette idée-là d'homonationalisme, en fait. L'homonationalisme, c'est une théorie qui a été développée pas par moi, ce qui est dommage, mais par un super chercheur dont le nom m'échappe tout le temps. Mais l'homonationalisme, c'est l'idée, en fait, et c'est une théorie qui est vraiment très forte dans les médias, c'est que, en fait, les pays les personnes queer des pays occidentaux, en fait, et juste les pays occidentaux sont plus ouverts d'esprit par rapport à la question queer que les pays du Sud. Et c'est l'idée aussi que, en fait, en tant que personne queer, racisée, pour être accepté, en fait, du milieu queer, il faut, d'une certaine manière, rejeter nos origines culturelles. Et c'est quelque chose d'assez fort parce que, du coup, ça a tendance à peindre les personnes et surtout les familles et les communautés racisées comme étant plus homophobes que les communautés occidentales, blanches et tout ça. Et donc, c'est d'une violence hallucinante parce que c'est aussi une chose avec Pride, en fait. Avec la Pride, c'est vraiment l'idée que tu dois être fier de toi, mais tu vas pas aller à Pride avec un boubou. Tu vas pas aller à Pride avec un sari. Tu vas pas aller à Pride avec ta djellaba. Tu vas pas aller à Pride avec ton kipao. Tu vas pas faire ça. Tu dois être fier, mais pas trop fier. Après, pour être honnête, vous allez me dire aussi, quand on va à Pride avec des uniformes kinky, avec du cuir, des fouets, tout ça. Des harnais et tout ça, il commence à avoir un peu en mode oui, il commence à avoir un retour de bâton en mode oui, mais les enfants et tout ça, ce qui est légitime et pas légitime, parce que ce sont tous ces level daddies et tout ça, et toutes ces personnes du milieu kink, BDSM, qui étaient aussi parmi ces personnes-là à lutter contre, et elles doivent être vues. Et j'imagine qu'on peut toujours expliquer aux enfants pourquoi. Après, Pride a toujours eu un côté sexuel, mais est-ce que ça doit être... Mais il faut aussi penser au fait qu'il y a aussi des familles qui vont à Pride, et c'est normal. Mais oui, en gros, l'homonationalisme, c'est aussi un truc qui me saoule, parce que c'est aussi le truc avec la Pride mainstream, en fait. C'est toujours l'idée que tu dois être fier de toi, mais pas trop. Pas trop. Et l'idée aussi, c'est vraiment l'idée aussi qu'une certaine manière, et c'est une idée que beaucoup de personnes blanches et aussi beaucoup de personnes non blanches pensent, c'est l'idée que, d'une certaine manière, être queer, c'est une identité occidentale, un truc de blanc, entre guillemets. Et le nationalisme rend cette idée-là légitime, dans le sens que si tu dois être queer, tu dois abandonner une partie de toi, ce qui est juste une fonction de la suprématie blanche, en fait. Parce que la suprématie blanche nous demande d'enlever ce qui fait de nous
des personnes de nos complexités, nos origines culturelles pour pouvoir s'insérer dans la suprématie blanche et devenir un vrai membre de nos sociétés occidentales et tout ça. Et ça implique aussi les personnes queer. Parce qu'il y a cette idée-là, parce que non seulement les personnes hétéros racisées doivent le faire, les personnes racisées queer doivent le faire, j'ai l'impression, peut-être même doublement, parce qu'elles doivent le faire dans toutes sortes, dans toute partie de leur identité qui soit pas forcément queer et aussi dans ce qui fait d'eux des personnes queer. Donc c'est aussi un de mes gros problèmes avec Pride. Ok. D'accord. Alors je vais revenir un peu sur un sujet qui peut être sensible et tu me diras de m'arrêter à n'importe quel moment. Mais tu as parlé de thérapie. J'aimerais savoir un peu comment est-ce que ça t'a aidé, parce que tu as évoqué une période un peu trouble de ta jeunesse, de ton adolescence. Comment est-ce que ça t'a aidé à t'accepter ou alors à faire de toi ce que tu es aujourd'hui? Et comment est-ce que la thérapie peut aider les personnes LGBT à mieux s'accepter et voilà, joindre le combat pour les droits, surtout en Afrique? Pas thérapie de conversion, hein. Soyons bien précis dessus. J'essaie d'y répondre, et si c'est pas forcément, si je dérive du sujet, juste dis-le-moi. Il faut savoir que j'ai commencé la thérapie très jeune. Encore plus en connaissant mon background. Je me rappelle, j'ai vu mon premier psy quand j'avais 17 ans, en fait. Et j'ai développé une dépression quand j'avais 14-15 ans, en fait, pour diverses raisons. Et je savais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas, en fait. Mon environnement me soutenait pas vraiment parce qu'on disait c'est un truc de blanc et tout ça. Donc j'ai commencé ma thérapie pour des raisons qui n'étaient pas forcément liées à mon identité queer, en fait. La thérapie, au début, c'était principalement... C'est vraiment très occidental parce qu'en fait, la médecine occidentale, c'est en mode... on traite les symptômes, on n'essaie pas de connaître la cause. Et donc, on me donnait des médicaments. Donc, les médicaments, ça aide, surtout les antidépresseurs et tout ça, ça aide pendant un moment. Ça aide à être un membre fonctionnel d'une société capitaliste. Ça t'aide à te lever le matin, à aller à la fac, aller à l'école, aller au travail, rentrer chez toi, faire à manger et continuer de produire. Ça t'aide pas forcément à faire face à ces problèmes-là. J'ai mentionné au début, en fait, qu'il y a beaucoup de stéréotypes des personnes bisexuelles qui s'appliquent à moi. Les personnes bisexuelles ont bien plus tendance à avoir des problèmes de santé mentale. Et ça s'applique à moi, en fait. Et je pense que c'est important de reconnaître que, oui, beaucoup de personnes queer vont avoir des problèmes de santé mentale. Et c'est normal. On vit dans une société qui n'a pas été faite pour nous. On vit dans des systèmes patriarcaux, homophobes et transphobes, en fait, qui nous écrasent tous les jours. Évidemment qu'on va développer des problèmes de santé mentale. Et évidemment qu'on va être triste, qu'on va être anxieux. Par exemple, un truc débile. Allez à un entretien d'embauche. Allez à un entretien d'embauche quand vous êtes pas cis. Vous y allez comment? Est-ce que vous vous présentez selon le genre auquel vous identifiez? Ou si vous êtes non-binaire, est-ce que vous allez rectifier l'intervenant quand il va vous mégenrer? Et si on vous demande de montrer votre pièce d'identité? Et votre pièce d'identité, c'est toujours pas la pièce d'identité qui représente votre genre. Comment vous allez faire? C'est extrêmement stressant, c'est extrêmement anxiogène, c'est extrêmement dur d'être nous. Donc évidemment que ça va créer ces problèmes de santé mentale. Je pense que c'est les structures qui nous entourent, qui nous façonnent, qui créent énormément ces problèmes de santé mentale. Et nos environnements, d'une certaine manière, mais changer d'environnement, ça peut aider, mais des fois aussi, c'est les structures qui jouent là-dedans, en fait. Si ces structures étaient prises en place, est-ce qu'on aurait quand même des problèmes de santé mentale? Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, c'est pas pour dire qu'être queer, c'est un problème de santé mentale, ça n'est pas. Mais le fait qu'être queer dans une société qui est contre nous, une société homophobe, transphobe, ça va nous créer des problèmes de santé mentale parce qu'en fait, on n'a pas de outlet, on n'a pas d'endroit sur lequel on peut on peut s'appuyer, mais aussi toute cette terreur, toute cette colère qu'on a contre ces systèmes qui nous oppressent, où on la rejette, des fois contre nous-mêmes ou des fois contre les personnes qui sont autour de nous, parce qu'on n'a pas d'autre endroit en fait pour ça. Qui va nous écouter? On n'a pas le droit d'avoir cette colère contre tous ces systèmes. Par exemple, comment on fait? À qui on s'adresse si on nous refuse une promotion parce qu'on a décidé de venir avec notre mari, qu'on est un homme, à la fête du taf? On va faire quoi? On va être furieux. Contre qui? On va pas aller voir notre boss, on risque de nous virer.
on va faire quoi? Il y a tous ces trucs-là, en fait, qui, des fois même, peuvent créer aussi de la colère contre nous, en fait, parce qu'on n'a nulle part à qui la rejeter. Donc, c'est ce genre de choses à prendre en compte. La thérapie était très compliquée pour moi, parce que j'ai eu plein de thérapeutes et de psychiatres et tout ça. Et ils n'étaient pas... ils n'avaient pas mon background culturel, ils n'avaient pas mes identités. Et beaucoup de personnes me disaient, oui, c'est dans ta tête, en fait. Et c'était l'un des gros problèmes avec la santé mentale, c'est qu'il y avait, très peu d'empathie, deux, l'idée que c'est un truc de blanc, et trois, le fait qu'ils ne savaient pas comment aider. Des fois, ils disaient même, oui, on ne sait pas comment vous aider, en fait. Et on se retrouve abandonné par les systèmes de santé, par des personnes qui sont censées vous soutenir. Et puis aussi, il y a un truc qui m'a fait réfléchir, en fait, c'est que j'ai remarqué parce que j'ai une maladie chronique, en fait. J'ai une endométriose. Et j'ai remarqué que même si l'endométriose n'est pas prise au sérieux, elle est quand même bien plus prise au sérieux que quand j'avais une dépression. Quand j'avais une dépression, j'étais terriblement seule. L'endométriose n'est pas prise au sérieux, mais quand même, les médecins, ils essayent d'aider un peu, et ils sont un peu plus compréhensifs. Pour la dépression, c'était vraiment en mode, c'est ta faute. C'est ta faute. Et c'est assez horrible. J'ai aussi le truc avec la thérapie, c'est qu'il y avait plein de moments où je ne pouvais pas me le permettre, en fait, parce que c'était trop cher. Parce qu'en France, il y a quelques séances qui sont remboursées par le système de santé, mais il y a des listes d'attente de malades dans les services publics, et la plupart des psychiatres et des thérapeutes dans les services publics ne sont pas des personnes qui savent comment se gérer des personnes noires, des personnes noires ou racisées et queer. Ça, c'est clair. Ça, ils ne savent pas, ils vont faire preuve de racisme, de sexisme, d'homophobie. Et au Royaume-Uni, c'est encore pire parce qu'il y a des listes d'attente pour la NHS, donc la Sécu sociale britannique, absolument hallucinant. Des fois, tu attends un an et demi, 2 ans, en fait. Par contre, là-bas, tu peux demander à avoir des thérapeutes noirs. Mais c'est pas forcément parce qu'ils sont noirs qu'ils sont bons. Parce qu'il y en a une qui m'a dit peut-être que le racisme, c'est une différence d'opinion. Et je me rappelle, j'étais en mode waouh, c'est tellement violent ce que vous dites, en fait. C'est tellement violent parce que je lui expliquais comment je me sentais triste parce que mes amis d'enfance c'était en fait tous des racistes et j'étais dans le déni quand j'étais plus jeune, mais maintenant je ne pouvais plus l'être parce que j'avais changé, en fait. Et elle me disait ça et je me suis dit waouh, putain. Donc en fait, et c'est aussi très cher parce que c'est pas aussi cher qu'aux États-Unis, mais quand vous allez dans le privé, c'est facile entre 50 et 80 euros, 80 pounds la séance. Qui peut se permettre, sachant que aussi, ironiquement, et c'est triste, les personnes queer vont avoir tendance aussi à être pauvres. Oui, à ne pas pouvoir. Et c'est ça. Ouais. Donc, comment tu fais même pour avoir t'as besoin de ce soutien pour survivre dans un système contre toi et t'as pas cette aisance économique. Donc, il y a ça. Moi, le truc que j'ai de la chance, c'est que j'ai un côté un peu hustler où vraiment, autrement, je vais tout faire pour avoir ce que je veux, en fait. Et donc, c'est que j'ai profité de ma jeunesse parce que j'utilisais tous les services pour jeunes et tout ça, de thérapie et tout. Mais malheureusement, d'un moment, une fois que j'ai vieilli, je me suis rendu compte qu'en fait, soit j'ai intérêt à avoir de l'argent, soit j'ai intérêt à avoir de la chance. Et la chance, tu ne peux pas la prévoir. L'argent, pas trop non plus, mais c'est ça, en fait. Donc, du coup, j'ai passé quelques temps sans psy parce que je ne pouvais pas me le permettre. Et puis après, j'ai eu un coup dur et j'avais besoin de... Parce qu'au bout d'un moment, en fait, le truc avec les antidépresseurs qui ne s'expliquent pas, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ça arrête de fonctionner, en fait. Ouais. On peut pas avoir des antidépresseurs à vie, mais en fait, et c'est ce que mes médecins m'ont dit. Après, je suis pas médecin, donc faut vérifier ça. Mais c'est qu'au bout de 3-4 ans, ils arrêtent de marcher, donc faut passer à autre chose. Et donc, du coup, en fait, il s'est passé 2 choses, en fait. C'est que ma dépression s'est améliorée au point que maintenant, il y aura des moments où je ne me sentirai pas forcément super cool, mais ça va être assez rare, ou ça va être des déclencheurs comme la perte d'un emploi ou des décès, des trucs comme ça, des trucs vraiment durs, en fait. Mais mon anxiété est toujours là. Et donc, il y a eu ça, donc ça a aidé un peu, mais c'est arrivé parce que j'ai eu un changement d'environnement, parce que j'étais avec des gens qui m'aimaient, j'avais plus confiance en moi et tout. Et donc, du coup, quand j'ai eu ce coup dur et tout, et j'avais besoin de thérapeute, mais j'avais pas assez d'argent pour les payer, donc à chaque fois, du coup, ça marchait pas, et je voulais vraiment des thérapeutes noirs, en fait. Et il y a en France, si vous demandez aux bonnes personnes, vous pouvez trouver une liste de professionnels noirs. Au Royaume-Uni, vous n'avez pas besoin de demander, il y a des sites pour ça, une des nombreuses différences entre pays anglophones et francophones. Et donc, du coup, j'ai essayé avec des thérapeutes noirs, mais voilà, je ne peux plus me le permettre. J'ai eu une life coach, mais ça m'a pas trop aidée parce que je suis pas quelqu'un qui a besoin de life coach, parce que je suis quelqu'un qui est une life coach, donc une coach de vie, en fait, qui vous dit quoi faire, comment améliorer votre vie. Moi,
je sais pas comment je me suis fourvoyée, mais bon, j'ai pas besoin de ça à cause de ma personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui est genre un type A, donc vraiment très, qui va aller pour ce que vous voulez, tout ça, et qui va prendre le taureau par les cornes, vous n'avez pas trop besoin d'une life coach. Si vous avez du mal à vous décider, tout ça, vous savez pas trop quoi faire, vous êtes un peu dans le tout, ça pourra peut-être vous aider. Donc après, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai eu après ce coup dur, après les choses se sont améliorées. Après, j'ai eu un autre coup dur. Et ça aussi, là, mes potes, ils m'ont dit... et j'avais du mal à gérer ça, en fait. Et mes potes, ils m'ont dit, Aude, faut que tu vois quelqu'un, quoi. Et je me suis dit, mais je peux pas me le permettre, c'est trop cher. Et ils m'ont dit, essaye. Donc, j'ai contacté une thérapeute avec qui on s'était très bien entendu, mais ça s'était arrêté parce que c'était un truc pour jeunes, en fait. Il y a un nombre de sessions limitées. En gros, tu as 12 semaines, 16 semaines pour aller mieux. Et le truc, c'est que la thérapie, c'est un travail à long terme. Ouais, il faut aller au fond de tes problèmes déjà. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez honnête avec moi-même et je suis assez consciente de mes différents mécanismes. Je sais dans beaucoup de situations ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans, qui a inspiré ça, qui a inspiré de la manière dont je me comporte maintenant. Je vais être open par rapport à beaucoup de choses qui me sont arrivées. Donc déjà, c'est une chance. Mais si vous êtes si c'est pas le cas, la thérapie, ça va prendre encore plus de temps, quoi, parce qu'il va déjà falloir décortiquer et tout. Donc, j'ai contacté cette thérapeute-là, elle a accepté de me reprendre et tout ça, parce qu'elle était passée dans le privé, donc j'ai commencé à payer. Et le truc, c'est que c'est une thérapeute formidable. Elle est racisée, elle est aussi queer. Et aussi, le truc, c'est que c'est là où j'ai énormément de chance, en fait, c'est que même quand j'ai eu des coups durs financiers, elle a quand même accepté de me voir gratuitement. Ouais. Mais c'est rare et c'est la première personne que j'ai vue. Et je pense qu'il faut vraiment vous trouver. Si vous trouvez un thérapeute qui vous apprécie, c'est idéal, mais c'est rare et j'ai beaucoup de chance sur ce coup-là. Merci d'avoir partagé ton expérience dessus, mais est-ce que tu penses qu'en tant que queer et racisé, est-ce qu'il est important de consulter ou tu penses que voilà, chacun en fonction de sa génétique peut gérer les problèmes qui se présentent à lui ou à elle ou à eux? Je pense que vous soyez queer ou pas, tout le monde devrait au moins essayer. En fait, déjà de 1, il faudrait que la thérapie soit abordable et ouverte et que les thérapeutes aient le training et les formations nécessaires pour s'adresser à différentes populations. Je pense que tout le monde devrait au moins essayer. Je pense que la question, c'est pas tant est-ce que tu peux gérer ta vie sans ou avec, en fait. La question, c'est surtout quels sont tes mécanismes, comment tu fonctionnes, pourquoi il y a des choses qui vont déclencher des choses chez toi et d'autres qui vont t'essayer de marbre. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un pattern? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses que tu fais qui sont toujours les mêmes? Je pense que c'est intéressant. Je vois pas trop forcément la thérapie comme une sorte de béquille qu'on utilise quand ça va pas trop et tout ça. Je pense que c'est plus en mode un outil qui nous permet d'en savoir plus sur nous-mêmes et qui nous permet aussi de nous apaiser parce qu'on a tous une certaine violence en nous. On a tous beaucoup de choses qu'on refrène. Des fois même des problèmes d'acceptation de soi et tout ça. Il y a plein de gens qui vont dire oui mais je suis heureux, moi je suis pas trop aimé tout ça. D'accord, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de thérapie, en fait. Il y a plein de choses à aborder, plein d'aspects que tu peux mieux connaître sur toi, en fait. Et aussi parce que des fois, quand on n'a pas ça, on va tendance à peut-être tout rejeter sur nos amis ou les traiter comme des amis médicaments qui sont là pour nous écouter tout le temps. Et je pense que ce n'est pas juste quand les gens, ou même vos partenaires et tout ça, parce que c'est pas juste, parce que ce sont des personnes qui sont dans la sphère privée avec nous, qui nous aiment et qui nous comprennent, mais ce ne sont pas des personnes qui ont ce training, qui ont cette formation-là, qui ont cette spécialisation-là, en fait. Ce sont des personnes qui essaient de vous aider, ce ne sont pas des thérapeutes ou des médicaments et tout ça. Et je pense que c'est quelque chose d'utile. Je pense en tant que personne queer racisée, ça peut aider aussi à avoir une certaine acceptation de soi. Mais on va être honnête, si vous vivez dans un environnement où vous avez besoin de votre famille pour survivre, votre famille elle est super homophobe et transphobe, et vous savez que si vous vous mettez en relation avec quelqu'un aussi, vous commencez à vous habiller d'une manière en fait qui est en accordance avec qui vous êtes à l'intérieur, ils vont vous rejeter, vous mettre à la rue, vous allez perdre votre emploi, vous êtes dans une précarité absolue. Peu importe la thérapie que vous allez faire, ça va pas vous aider à vous accepter. Parce qu'il y a ce monde autour de vous qui vous rejette en fait et qui peut même des fois même vous tuer parce qu'il y a ça.
Donc, la thérapie aide, mais l'environnement aussi doit être propice, en fait. Et si l'environnement n'est pas propice, ce serait peut-être idéal, il serait temps de penser à changer d'environnement. Ouais, mais c'est dur pour beaucoup de personnes, en fait. C'est dur pour beaucoup de personnes. Parce que déjà, l'indépendance financière joue. Aussi, émotionnellement, comment vous faites. Il y a une raison pour laquelle une des raisons pour lesquelles c'est dur d'être queer, c'est que potentiellement, une fois que vous avez cette identité-là et que vous la partagez avec d'autres personnes, ça veut dire aussi que les personnes que vous aimez, avec qui vous avez grandi, les personnes avec qui vous ont soutenu et tout ça, vont vous rejeter. Et potentiellement, vous pouvez vous retrouver seul. Il faut même vous dire, parce que c'est beaucoup de choses. Il y a aussi un truc que je me disais, et c'est un peu triste, mais je me disais aussi en étant queer, putain, mais qui va m'aimer, quoi? Parce qu'il y a aussi cette question-là. Aussi bien d'un point de vue romantique, est-ce que j'ai trouvé quelqu'un? Mais aussi et surtout d'un point de vue amical, familial, en fait. Et c'est vrai que j'en parle pas trop parce que je vois vraiment le fait d'être queer comme une bénédiction. Mais il y a beaucoup de personnes dans ma vie que j'ai perdues à cause de ça. Donc, il faut être prêt à faire ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à faire ça parce que forcément, c'est les personnes que vous aimez dans la sphère du privé et tout ça, vous voulez pas forcément les perdre. Donc, c'est pas évident. J'essaie d'avoir de la compassion pour les personnes qui sont comme ça parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Si tu devais retenir un épisode marquant ou une de mes aventures marquantes liées à ton orientation sexuelle, laquelle serait-elle? Je dirais qu'en ce membre de ma famille m'a dit que j'allais aller en enfer à cause de... parce que j'étais queer, c'était assez violent quand même. Il y a eu cette connaissance ancienne amie, en fait, qui m'a... en fait, la personne avait fait plusieurs commentaires transphobes. C'est-à-dire on était dans un restaurant, il y a une femme qui rentre, qui a l'air trans, et la connaissance a dit « Oh, mais regarde, il y a une personne trans. » Je lui ai dit « Mais arrête de dire ça, c'est une personne qui vient juste manger un burger. » Laissez-la manger son burger, je veux dire, voilà quoi. Et cette personne n'a pas aimé que j'ai fait ces commentaires-là et elle a essayé plusieurs fois de m'accompagner dans des événements et dans des lieux queer. Il y avait une Pride pour les personnes bisexuelles et j'ai pas voulu que cette personne y aille parce que c'est un safe space et c'est pas le genre de comportement qui soit accepté. C'est pas qui soit accepté en fait. Et même moi, ça m'a une solution absolument horrible. Et donc cette personne-là, un jour elle est venue chez moi, on a eu une grosse bagarre en fait. Enfin, pas une grosse bagarre, mais on a eu une dispute en fait, parce que j'ai expliqué à cette personne-là que c'était un comportement que je ne pouvais pas supporter. Que je ne pouvais pas supporter cette homophobie, cette transphobie et tout ça. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, tu n'es même pas vraiment gay, enfin tu es bisexuel, mais mes amis gays ne réagissent pas comme ça. Et je lui ai dit, c'est pas une question d'être vraiment gay, et puis ça veut dire quoi être vraiment gay en plus, mais je peux pas tolérer ce genre de choses-là. Elle m'a dit, mais c'est pas un big deal, c'est pas un gros problème. Et j'ai dit qu'en fait, si, c'était un gros problème pour moi. C'est mon identité, c'est l'identité de mes amis, et c'est pas le genre de choses que je pourrais tolérer, en fait. Et je lui ai dit ça, et donc elle n'a pas aimé, elle est partie, et c'est quelqu'un à qui je parle plus, évidemment. Et donc, c'était une expérience assez... c'est une expérience assez négative quand même, parce que c'est pas... parce que ça fait partie de la longue liste de personnes en fait où vraiment il a fallu que je mette des points sur les i parce que c'est pas des comportements que je peux tolérer, et même ça veut dire que je vais être encore plus seule et que c'est une des conséquences en fait. Donc je dirais c'était assez négatif. Je suis vraiment désolée. Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur l'épisode où il y a quelqu'un de ta famille qui te dit que tu iras en enfer parce que tu es queer. Parce que si tu es athée, normalement, tu ne crois ni au paradis ni à l'enfer. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que ça t'a touché? Ça m'a touchée parce qu'en fait, une fois qu'elle a dit ça, il a fallu que je mette fin à la relation, en fait. Parce qu'en fait, c'était quelque chose que la personne a dit à moi, à une autre personne queer. Elle a dit, c'était la personne qui a dit oui, de toute façon, dès que tu auras un mec, cette histoire d'être queer, ça va finir et tout ça, et de toute façon, vous allez en enfer. C'était négatif parce qu'en fait, c'était quelqu'un que je pensais être ouvert d'esprit. C'était quelqu'un que je pensais qu'elle me soutenait parce qu'elle avait dit oui, je soutiens et tout ça, et c'était important pour moi. Donc, du coup, ça a mis fin à la relation. Après, plusieurs années plus tard, elle s'est excusée, donc j'ai accepté ça. Mais ça a mis fin à la relation pendant plusieurs années. C'est compliqué de naviguer les relations avec les femmes hétéros parce que je sens
en général quand elles sont un peu mal à l'aise par rapport à le fait que je sois queer. Et je sens encore plus parce que de premier abord, elles vont penser que je suis hétéro. Et c'est important pour moi de remettre les points sur les i aussi rapidement que je peux. Et donc, je sens quand elles sont un peu mal à l'aise. Mais avec elles, je ne sentais pas forcément. Aussi parce que j'avais énormément d'amour pour elles. Aussi parce que c'était quelqu'un de très proche. Et donc, quand elle m'avait dit que je te soutenais, c'était vraiment un soulagement d'avoir des alliés. Et je la croyais, en fait. Donc, c'était une sorte de trahison. D'accord. On parlait de représentation un peu à un moment donné. Quel rôle penses-tu aujourd'hui que les médias ont joué ou continuent de jouer dans l'acceptation? C'est vrai que tu n'es plus au point d'acceptation, mais dans la compréhension, que ce soit de ton orientation sexuelle à toi ou de tes pairs au quotidien. Est-ce que la représentation est négative ou est-ce qu'elle n'existe pas du tout et qu'il y a des progrès à faire? La représentation s'améliore, mais elle est potentiellement assez négative. Et puis, c'est toujours même quand elle est là, c'est toujours de l'homonationalisme, en fait. C'est-à-dire que les personnes queer, noires, que vous allez voir déjà, en général, elles vont être celles qui vont être aimées et tout ça. Bon, beaucoup d'entre elles vont être claires, déjà, de base. Claires ou métisses, en général métisses. Quand elles vont être noires, il y aura l'homonationalisme. Donc, ça veut dire qu'elles vont subir une homophobie absolument immonde qui va être puissance 40, encore plus que ce que les autres personnages vont avoir. Elles vont être rejetées de partout. Et non seulement ça, mais elles vont toujours aimer, désirer, de manière désespérée des fois, des personnes blanches. Et donc exactement ce qu'est l'homonationalisme en fait. Ce qui est super déprimant parce que ça veut dire qu'en gros, on va rarement les voir apprécier leur identité culturelle et même juste avoir d'autres amis noirs en fait. Donc, et ces personnes blanches qu'elles vont aimer encore plus pour ajouter encore plus de choses sur la pile, ça va être en général des personnes blanches qui vont être dans le closet ou dans le placard et qui vont pas les traiter bien en plus. C'est même pas genre des personnes blanches qui vont les aimer. Des personnes blanches qui vont les... Donc en gros, ça veut dire quand on est personne queer à la peau noire, on va pas vraiment nous voir, on va pas vraiment être aimé et désiré, on va avoir énormément de violence et on va être rejeté partout. Et les seules personnes qui vont vaguement nous apprécier, ça va être des blancs, quoi. Comment changer cette représentation-là? Que faudrait-il faire pour qu'on soit... que cette perception soit changée? En fait, déjà, c'est ironique de la part d'une auteure, mais la représentation, c'est important, mais c'est pas si important que ça. Parce que tant qu'on ne change pas les structures, la représentation, elle peut être excellente si la réalité, elle est différente, s'il y a ça. Je pense que c'est important de donner plus d'outils aux créateurs queer noirs. Parce qu'évidemment, il y a les rares bonnes représentations que j'ai eues, donc Moonlight and Pariah, donc deux films queer américains, ont été créés par et pour des personnes noires. C'est pour ça que quand je voyais ces films-là, ils m'émouvaient parce que même les scènes terribles et les scènes violentes, c'était en contrepartie de belles scènes, de scènes de joie et tout ça, qu'on regarde des représentations qui sont très homonationalistes, où ça va juste être douleur, homophobie, transphobie, douleur, et mourir de manière... après, quand les personnages ne meurent pas de manière ignoble. Donc, je pense que c'est important de donner plus de soutien et plus de moyens financiers aux créateurs queer noirs, tout en étant conscient que c'est parce qu'on est un créateur queer noir qu'on va vouloir écrire des histoires qui sont pas homonationalistes, des histoires qui sont pas emplies de ce suprématie blanche, ou même des fois même des histoires qu'on écrit pour les blancs en montrant du black trauma, donc du trauma noir, black trauma porn. Donc ça veut pas forcément dire que c'est ça, parce que bien sûr il y a plein d'auteurs, il y en a une en particulier que je pense, et je vais pas la nommer parce que j'ai quand même avoir une carrière, mais qui font ça, plein d'auteurs queer noirs qui font ça aussi. Mais je pense que parce que c'est ça, c'est nos histoires. Tout le monde raconte nos histoires, et raconte de manière terrible parce qu'ils ne voient pas notre humanité. Ils ne nous voient pas comme des personnes, mais juste comme des êtres qui sont là pour avoir du trauma, pour rendre les audiences non noires, pour que le public non noir se sente mieux par rapport à eux-mêmes. C'est le principe même du black trauma. Tu fais ça pour que les autres se sentent mieux en se disant ok, peut-être que je suis sans abri et sans papier, mais au moins je suis pas noire. Donc c'est ça, je pense que c'est une chose qui aiderait au niveau représentation.
soutenir les créateurs noirs queer. Est-ce que tu es en couple en ce moment? Est-ce que tu as envie de fonder une famille si jamais tu te retrouvais en couple? Et tout à l'heure, je crois que tu as dit que tu voulais te marier, mais que tu ne croyais pas, tu n'aimais pas trop la représentation sociale que le mariage a. Oui, bien sûr. Le mariage est une institution qui oppresse. Ça c'est évident. Ça oppresse en particulier les femmes, surtout les femmes qui sont en couple avec des hommes. Et ça oppresse aussi les personnes qui n'ont pas le privilège du passeport, qui est un privilège énorme que j'ai personnellement, parce que quand on est sans papier, l'une des meilleures manières d'être validé par la société, c'est de se marier. Et c'est une violence ignoble. Pourtant, je veux me marier quand même. Et je sais même pas pourquoi. C'est juste ridicule, mais c'est effectivement... C'est un peu comme si je voulais être une miss, en fait. Et en sachant très bien à quel point c'est oppressant. Mais oui, non, je suis célibataire. Et fonder une famille, je pense qu'on crée une famille avec les personnes avec qui on est. Des fois, ça peut être des familles de cœur. Des fois, ça peut être des familles de sang. Je pense qu'avec des partenaires, avec une partenaire ou plusieurs, si c'est polyamoureux, c'est aussi une famille. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mettre au monde des enfants pour avoir une famille. Il suffit juste de créer ce noyau-là. Et c'est un truc que j'ai appris récemment, en fait. Pour moi, c'était toujours comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir des enfants. Je ne sais pas, parce que c'est compliqué. Et il y a tellement de données à prendre en compte. On vit dans un monde très dur, encore particulier pour les enfants noirs, parce que j'aimerais... Si je dois avoir des enfants, je ne suis pas sûre, vraiment. Je suis pas sûre. J'oscille entre non, pas vraiment, et des fois un peu. Et j'arrive à un âge où c'est important de faire un choix, en fait. Et aussi, à cause de ma maladie chronique, c'est pas forcément sûr que j'ai ce choix. Mais je sais pas. C'est clair que je me vois plus être dans une relation qu'avoir un enfant, mais... En fait, je vois plus me marier qu'avoir un enfant, ce qui est assez étrange parce que c'est absolument pas africain. Parce que chaque fois que je dis à des personnes noires, en fait, et africaines, elles me regardent en mode... Parce que la plupart des gens qui m'entourent, queer ou pas, en fait, pour eux, c'est plus important d'avoir des enfants que d'être mariés. Parce que culturellement, l'enfant, c'est vu comme une des choses les plus importantes, en fait, comme l'héritage, en fait. Et moi, je suis vraiment en mode... non, je suis pas sûre. Donc, c'est vraiment c'est vraiment très différent. Mais aussi, il y a aussi ce truc-là c'est clair que... On a cette chance-là parce que des fois, quand je parle avec des personnes queer qui sont d'une autre génération, en fait, cette idée d'être mariée, c'est relativement récent. Et c'était pas une option pour elles, en fait. Et je vois à quel point les choses changent. Et ça change pas grand-chose, mais tu as une vague protection de l'État qu'on n'a pas, qu'on n'est pas marié. Je pense au niveau de la santé. Quand votre partenaire est hospitalisé, ça aide. En fait, c'est ça le truc. C'est pas un truc par amour. C'est un contrat qui aide par rapport à ça au niveau de voyager. Ça rend c'est horrible, mais ça rend quand vous voyagez, quand vous allez à l'étranger, oui, ça rend votre relation valide, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Donc, c'est bizarre parce que, en fait, pour moi, je vois vraiment la notion d'être queer comme repousser ces constructions sociales, repousser ces constructions au niveau d'identité, au niveau du genre. Et c'est ça la beauté pour moi d'être une personne queer. C'est que tu repousses tous ces schémas, toute cette socialisation forcée. Et le mariage est censé être une de ces choses qui on est censé le laisser à côté. Mais bon, bref, j'ai un attachement là-dessus qui est assez intéressant. Mais ouais c'est ma réponse. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Alors, généralement, la dernière question avant qu'on ne passe à la partie la plus fun, c'est souvent quel est ton souhait pour la communauté LGBT de ton pays. Mais dans ton cas, parce que tu as évoqué suffisamment de clichés et de mésaventures liées à ton identité, comment est-ce qu'on pourrait faire changer les mentalités sur la bisexualité dans la communauté LGBTIQ+, en premier, et ailleurs? Quel serait ton souhait pour la communauté bisexuelle? Déjà, je pense que ce serait important de créer des espaces pour les personnes bisexuelles, et pas juste qu'on s'intègre dans différents lieux et tout ça. Je pense que c'est important qu'on ait nos propres espaces. Ce serait important que les gens comprennent que c'est pas une phase, en fait. C'est totalement légitime comme identité. Ce serait important que les gens aussi comprennent que c'est un spectre. Il y a des bisexuels qui vont être plus attirés par les hommes, plus attirés par les femmes. C'est important de savoir ça. C'est important aussi que les gens sachent que c'est pas parce qu'on est dans une relation, c'est pas parce qu'on est dans une relation avec une personne du genre opposé que ça veut dire qu'on est tout d'un coup hétéro, en fait, parce que c'est pas le cas. Parce que notre identité ne change pas en fonction de la personne avec qui on est.
elle est toujours la même en fait. Quand je sors avec des femmes, je ne suis pas tout d'un coup lesbienne. Quand je sors avec des hommes, je ne suis pas tout d'un coup hétéro. Et c'est comme ça pour tous les bisexuels en fait. Donc il y a ça à prendre en compte. Que les gens sachent que c'est pas juste faire un choix, parce que notre choix il est fait, c'est notre identité. Je pense que c'est important aussi que les gens juste arrêtent de nous cracher dessus. C'est évident qu'on a des fois, beaucoup d'entre nous, on a un passing de ouf, évidemment. Et je pense que c'est important de... Mais cette idée-là que tous les clichés en mode on est juste là pour utiliser les gens, en fait, qu'on va partir et tout ça, ou qu'on veut juste une relation, un plan à trois, ou qu'on est juste là, on est plus à même de tromper des personnes lesbiennes, ou tromper des hommes hétéros, c'est aussi ridicule parce que tout le monde trompe en fait. Donc il y a rien qui dit que les bisexuels sont plus à même de tromper en fait. C'est important, juste nous prendre au sérieux et tout ça et je pense que c'est aussi chiant parce que je vois ça surtout, c'est bizarre, je vois surtout ça sur le Twitter français, je vois pas trop ça sur le Twitter anglophone, mais toujours c'est mini guéguerre entre lesbiennes et bisexuels et je vois vraiment pas pourquoi ni quoi que ce soit. Enfin, je comprends pas. Après, je sais pas trop si ça affectant les lesbiennes. Je sais pas trop si ça affectant les lesbiennes et les bisexuels noirs, mais peut-être que j'ai tort, je sais pas. Ouais, c'est ça, ce serait important par rapport aux personnes non binaires, parce que c'est mon identité, ce serait important que les gens sachent qu'on n'est pas confus, que c'est pas juste c'est parce que tu peux être une femme, c'est ça que tu es non binaire, en fait. T'es sexiste, ça c'est important à savoir, que c'est tout à fait valide. C'est important de remettre en cause et remettre en question l'idée que le genre est non binaire. Pourquoi est-ce qu'on croit à ça? C'est une conception tellement occidentale. Et donc il y a ça à prendre en compte, parce qu'une fois qu'on se rend compte que les gens c'est une construction sociale qui n'a pas vraiment de sens, pourquoi est-ce que les hommes portaient des talons en Occident dans les années 1700 et maintenant quand ils en portent on est harcelé dans la rue? Pourquoi est-ce que le rose c'était une couleur qui était censée être masculine et maintenant c'est devenu féminin? Il y a tellement de choses à se questionner par rapport à la notion de genre. Et ce serait bien que les choses changent, le langage change, que les structures changent pour accommoder aussi les personnes qui ne se sentent pas dans la binarité. Pourquoi sur mes papiers, c'est écrit que je suis une femme? Pourquoi est-ce que je dois avoir le choix entre monsieur et madame? En anglais, il y a l'option d'avoir MX, mais en français, tu n'as même pas ça en fait. C'est super chiant. Pourquoi est-ce qu'on me regarde quand je vais dans la section hommes des magasins en fait, quand j'avais encore des magasins et que j'achetais des fringues, c'est chiant en fait. Et de la même manière quand les personnes masculines vont dans la section femmes, pourquoi est-ce qu'on les suit et tout ça, il y a tout ça, ce serait des choses à améliorer. D'accord. On est prêt pour la partie fun, Elsie? Oui, on est prêt, d'accord. Aude, on va juste te poser une question et tu nous dis la première chose qui te vient à l'esprit. D'accord. Un personnage historique queer. Queen Zinga. D'accord, et qui est-ce? Donc c'était une queen, putain, pourquoi je dis queen? Oh, ok. La reine Zinga, non, c'était une reine angolaise, si je me trompe pas, qui était queer et qui était connue pour ne pas être trop attachée aux notions de genre. Elle avait des amants et des amantes et elle a lutté contre les Portugais au moment où ils essayaient de coloniser l'Angola. Et donc j'adore parce que c'est... Ah oui, mais c'est un personnage historique. Historique ou queer? Mais elle est les deux. Bah, on la garde. Ok, d'accord. Okay. Tu voulais changer, tu voulais proposer quelqu'un d'autre? En tant que personnage, oui, je dirais... j'en ai deux en fait. J'ai Charon de Moonlight, que j'adore. Mais j'ai aussi l'héroïne d'un de mes romans queer préférés qui s'appelle Baby G. Et putain, j'oublie toujours le nom d'héroïne. Mais c'est une ado indienne qui est lesbienne en fait et qui commence une relation avec 3 différentes femmes dans le livre. Et c'est un de mes livres préférés parce que il est complexe, il est aussi léger. Il n'y a pas ce truc de oui, il va devoir faire son coming out et être rejeté par sa famille. Et ça montre aussi une sorte de légèreté, de repousser aussi les notions de genre et de sexualité qui est en fait super. J'adore ce livre. C'était un de mes livres préférés quand j'étais ado et ça m'a vraiment aidé, je pense, à former mon identité. Parlant de livres, un auteur ou une auteure?
Une auteure queer. Tara J. McCraney, l'auteur de Moonlight. Parce que je l'adore. T'as vraiment aimé Moonlight? J'ai vraiment aimé. C'est un de mes films préférés. Et en plus, j'adore l'auteur parce qu'il a aussi... J'ai vu sa pièce de théâtre parce que un de mes potes a réalisé une de ses pièces de théâtre au Haute Vic à Londres qui s'appelle The Power Size. Et j'adore ce qu'il écrit par rapport à la masculinité noire. J'adore ce qu'il écrit par rapport aux influences africaines. Et je vais pas mentir, c'est aussi intéressant de voir des personnes de la diaspora noire aussi essayer de se rapprocher de certaines notions culturelles africaines. Donc oui, j'adore. Juste le travail qu'il fait, c'est... Ouais, j'adore. D'accord. Un plat ou un mets? Le foutou banane à la sauce arachide, mais sans viande. Ah, parce que tu es végétalienne? D'accord. En fait, je suis en train de transitionner de piscitarienne à végétarienne. Donc ouais, j'ai une alimentation à base de plantes. À base de plantes, d'accord. Le foutou banane, ok. Un animal. Un animal, c'est tellement basique, mais j'adore les chats. J'adore les chats. Faut que je me trouve un autre animal préféré parce que... C'est très cliché, j'allais dire. Non, je suis vraiment... j'adore les chats. Et c'est vraiment... C'est vraiment le statut de la lesbienne. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai vu dans ma maison avec mes 56 chats. Mais ouais, c'est ça, en fait. J'aime bien... Ouais, ça va être ça. Ouais, ça va être ça. Ça va être ça. Ok. Une phobie. Ouf. Les araignées. D'accord. Un hobby. Le dessin. Une série queer. Styling Hollywood sur Netflix. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas non plus. C'est nouveau? En fait, non, elle est sortie il y a 1 an. C'est un programme de reality TV, donc de télé-réalité, qui suit un couple noir, gay, qui sont des stylistes et des designers d'intérieur. Et c'est juste adorable. C'est adorable, c'est léger, c'est fun. Et on voit comment leur relation fonctionne. On les voit essayer d'avoir des enfants et tout ça. Et j'aime vraiment. Il n'y a pas cette homophobie absolument ignoble. Donc, ouais. Styling Hollywood. Alors, un film queer? J'allais dire Midnight, mais non. Pariah de Darius. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée? Non, je pense qu'on a vraiment tout couvert. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, c'est mon prénom, Aude, A-U-D-E, et mon nom de famille, Conan, A-O-N-A-N. Mon site internet, c'est audeconan.com. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être satisfaite avec ma vie et de trouver l'amour. J'ai failli dire trouver une épouse. Mais voilà, tu l'as mieux dit. Elle a dit que... Oh mon Dieu, la réputation, bon, c'est de ma faute. Hein. J'aurais pu ne pas le dire, mais j'ai choisi d'être honnête. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc... Elsie, tu voulais dire quelque chose? Non, pas du tout, non. Bah écoute, Aude, merci beaucoup. De trouver l'amour, c'est très bien. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Aude, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était super enrichissant, franchement. Mais de rien, c'était drôle. J'ai jamais entendu parler aussi longtemps des questions queer. Ah bon? Et en me dévoilant autant, oui, ça c'est clair. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine. Au revoir.